bienvenue pour ce nouveau Jeudi Tour. On a commencé avec un grand débat déjà sur la menthe. Voilà, on commence déjà avant les vrais sujets. Les vrais sujets, les sujets qui fâchent. Sirop, ce n'est pas sponsorisé. Du sirop à la menthe. Et Camille m'a dit non, mais c'est que pour le dentifrice. Non, voilà. La menthe, faut arrêter la menthe. La menthe, faut arrêter. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. En vrai, petit tour de table, la menthe, oui ou non? Oui, pour toi? Oui, mais en vrai, le sirop à la menthe, c'est un peu genre le t-shirt blanc du dressing, tu vois. C'est un basique, un bon basique. La menthe, c'est un basique, mais tu me dégoûtes. Non, mais je préfère la violette. Ah voilà, là on parle. Mon préféré, c'est la violette. Là on parle Sophie. Alors non, catégoriquement. Désolée, vraiment. Ça, c'est fait. Mais pour la petite histoire, sachez que je suis très malade en transport et tous les médicaments contre le mal des transports sont souvent à la menthe. On est d'accord. Ouais, et en fait, du coup, pour moi, la menthe me rappelle ça depuis que je suis bébé. Ne partez pas en vacances avec Sophie, voilà, du coup. C'est le mot. J'étais vraiment voyage scolaire toujours devant. Mais pareil, c'était toi, t'étais cette personne. Exactement. Sophie, t'as placé là, voilà, en montant dans le bus. Il y a Clémence M. Camille dans le chat qui dit sur Violette, c'est le sang. Comment elle va? On est entièrement d'accord. Ah oui, Clémence, ouais, grande fan de Violette, ouais, tout à fait. C'est moi ou la journaliste, c'est un faiseur de Jennifer Lawrence. C'est faux, on me l'a jamais dit, c'est incroyable. Je suis Jennifer Lawrence du pauvre. On dirait que j'ai mangé Jennifer Lawrence, c'est incroyable. C'est vrai, va voir mon Twitter, regarde la page de couverture et tu auras de belles surprises. En tout cas, bienvenue les copains. Maëlle, allô. Menthe ou non? Alors moi, si je peux remonter loin dans mon enfance, j'ai toujours détesté la menthe, enfant, voilà, vous le savez. Et je commence à renouer un petit peu avec c'est la vieillesse. le dentifrice passe bien. J'ai toujours, alors la glace à la menthe, c'est non. Comment tu y a quand même si t'aimais pas la menthe? Il y a des dentifrices sans menthol, donc je n'avais le choix que pour un dentifrice. Voilà. Mais du coup, c'est un dentifrice à quoi? Il a un goût assez... je sais plus, je sais même plus c'était quoi la marque. Bref, en fait, mais elle ne se lave pas les dents. Oh waouh, depuis 35 ans, elle ne se lave pas. Non, mais j'avais un dentifrice, mais justement, j'avais un gros problème de menthe. Et maintenant, il est plus ou moins réglé. Et je tolère. Sais quoi, moi je tolère pas que le dentifrice soit toujours à la menthe et qu'en plus il arrache la gueule. Je pense que c'est une vérité qu'il faut que je dénonce aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi on s'impose de donc brûler les gencives quand on se lave les dents. Voilà, je vous le dis. Ou alors peut-être que je suis allergique. Et je le découvre maintenant avec vous. Quand vous brossez les dents, ça vous arrache pas la gueule? Mais t'as des dentifrices en effet qui sont ultra forts. Moi ça me défonce la gueule. Mais t'as des trucs, l'eucalyptus sont moins forts que ceux au menthol. Certes. On peut pas prendre des dentifrices juste à la fraise, genre, tu vois? Il y a un dentifrice que j'aime beaucoup, c'est toujours pas sponsorisé, mais c'est celui de chez Horace. Il est à l'iris. Donc j'aime beaucoup les fleurs. À l'iris? Un dentifrice à l'iris? Bon, c'est un petit peu mentholé, mais c'est très doux. Alors sirop de violette, iris, on est très fleuris. Je suis très floral. J'adore les fleurs, moi. La menthe, c'est que dans les chewing-gums et dans le dentifrice. Fair. Merci Inès pour ça. Bienvenue le chat en tout cas. Merci beaucoup à tous d'être là. Clémence, Fabienne qui est là pour la première fois. Bienvenue. Il y a Inès évidemment. Nérou, membre du crew Mademoiselle. Elle a regardé sa chaîne, très très important. Personnellement, je me brosse les dents à la ponceuse à bois et ça fait un peu mal, surtout avec le dentifrice paradoxe. Ah, le parodontax c'est formidable, mais alors c'est dégueulasse. Vraiment, on peut parler du parodontax. C'est un vrai truc. Moi je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Alors c'est un dentifrice qui a goût de. T'as l'impression de manger de l'argile au sel. C'est infâme. Délicieux. C'est infâme. Mais après tes dents sont d'une blancheur et sont si douces, c'est incroyable. Et lisses, ouais. C'est très lisse, ça te détarte, mais ça te décape, quoi, vraiment. Voilà, on va parler de dentifrice. On peut parler de dentifrice pendant 3 quarts d'heure. Spécial dentifrice. Hygiène bucco-dentaire, on va faire un live hygiène bucco-dentaire. Est-ce que vous utilisez du fil dentaire d'ailleurs? Ouais, moi, ouais. Mais parce que je trouve ça très satisfaisant. Mais à quelle fréquence? Je sais pas, une fois tous les 2 jours, un truc comme ça. Ah ouais, t'es déter. Parce que c'est satisfaisant. Pour moi, c'est comme le coton-tige, tu sais, il faut pas trop le faire, mais en même temps, c'est super satisfaisant, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai les dents trop serrées, je peux pas le faire. Oh, j'ai des dents trop parfaites. Non, c'est pas. Désolée. J'ai les dents trop droites et trop. Et Sophie, à l'avant du bus, encore. Bon, pardon, on va pas parler que de dentifrice et de Nérou produits. Nérou était partant pour parler parodontax longtemps. Hein. On peut se retrouver plus tard. La parodontaxe, en fait, c'est surtout pour les soins des gencives chroniques des maladies comme la parodontite. Mais alors, Nérou, je ne savais pas que tu avais une connaissance là-dedans. Je te laisse parler à Maëlle de ça. On se capte après. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Du coup, les amis, on reçoit Maëlle, Anthony et Sophie. Sophie qui n'a pas encore été sur un Jeudi Tour. Si, une fois. Il y avait Marie aussi, je crois, ce jour-là. Oui, exact. C'était notre première fois. C'était il y a longtemps. Hein. Ouais. Et est-ce que tu es contente de revenir? Elle va me dire non, ferme ta gueule. Mais oui, sinon je ne serais pas là. Vraiment, je trouve que je suis très bien accompagnée pour cette 2e édition. Et tu viens aujourd'hui avec une chronique un peu spéciale en plus. Tu viens nous parler de... des séries qui mettent en avant des personnages LGBT. En personnages principaux. Et ça c'est très important. On se demande est-ce que ça existe aujourd'hui beaucoup de personnages LGBT principaux, parce que évidemment il peut y avoir le personnage secondaire, la copine, machin, etc. Ça je comprends, mais est-ce qu'en personnage principal il y en a beaucoup? On va en parler aujourd'hui. Et le chat, vous allez voter pour de quel sujet on va parler en premier dans les chats. N'hésitez pas à nous dire. Donc Sophie va parler de personnages LGBT dans les séries. Anthony, bienvenue.
habitué maintenant, hein. Sachez-le, avec Anthony, on a eu un petit quiproquo parce que je sais plus quand. Dans ma tête, c'était chez moi ici, en fait. Ouais, Genre, en fait, Anthony, je de l'aime trop. base, je lui demande mais Anthony, du coup, cette semaine, tu viens sur Jeudi Tout? Il fait bah ouais, genre, bah non, je suis tout le temps là. Il m'avait pas dit qu'il venait tout le temps. Du coup, Anthony, qui est maintenant co-animateur ici. Actons ensemble que je viens toutes les semaines. Voilà. C'est un grand plaisir de participer à Jeudi Tout avec toi, Bah Camille. non, mais merci beaucoup Avec à toi vous de tous venir. depuis le temps, De venir souvent. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler, hélas, d'une triste nouvelle, enfin, pour cette personne, mais une très bonne nouvelle pour l'Amérique. Et pour toutes les victimes, c'était un lancement très très bancal, je suis navré, c'est les aléas du direct. Ce que je voulais vous dire, c'est que R. Kelly, prédateur sexuel notoire depuis une vingtaine d'années au moins, vient d'être condamné à 30 ans de prison pour tous ses crimes sexuels, en fait. Donc, Enfin voilà. Ouais, enfin, justice peut commencer. Maëlle. C'était un peu calmé. Non mais si, un peu de joie là, s'il vous plaît quand même, c'est important, c'est un sujet, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire. Je n'avais même pas vu la nouvelle, tu vois, donc voilà, c'est formidable. Ça vient de tomber, c'est ce matin, hein, cette hier cette soir, nuit, ce ouais. matin, quoi, voilà. Attends, c'est hier soir ou c'est ce matin? Parce que c'est Hier pas soir aux précis. États-Unis, donc ce Décalage matin horaire, ici. ok, on n'y peut rien. Comment tu vas Maëlle? Merci beaucoup d'être là, tu vas parler de quoi? Eh ben ça va, écoutez, un peu fatiguée vu que hier on était en live ici même pour parler IVG et ce matin, ce midi même, je vais reparler d'IVG, hein, vu que c'est un peu le sujet du moment. Donc on reste aux États-Unis et voilà, on va parler, mais on va aussi parler de ce qui se passe en France justement sur le sujet. Et voilà, donc on va parler du droit à l'IVG, Ouais. de ce qui se passe aux États-Unis, pourquoi c'est très inquiétant. Est-ce que ça nous impacte? Est-ce que ça nous impacte Ouais. Est-ce que ça risque de nous impacter en France? Voilà. Donc on va parler de tout ça et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et oui, d'ailleurs, parce que tu dis que tu vas revenir sur le sujet, parce que hier on a fait un live ici en plateau, peut-être Tout si à vous l'avez manqué, il est dispo en replay, où Maëlle a animé du coup complètement un live, la première édition de Mad le Prime. Ça va être une émission Qu'on espère récurrente. Voilà, on va commencer à dès qu'il y a une... à décliner un peu ce format qui permet de, pendant 2 heures, d'inviter des expertes, des militants, des intellectuels, voilà, pour aborder un sujet d'actu, que ce soit en France, que ce soit à l'international, et justement pouvoir parler en profondeur des choses et pouvoir écouter des personnes voilà, qui maîtrisent bien les sujets, qui peuvent répondre aux questions qu'on se pose. Oui, parce qu'il y a des invités aussi à chaque fois. Voilà, Hier, il y avait exactement. 3 invités. Voilà, on avait donc Marie-Cécile Nave, qui est une politiste spécialiste des questions de féminisme et spécialiste des États-Unis, donc avait un peu cette double casquette. Assez calé pour Voilà. parler. Assez sujet, calée, quoi, ouais, donc te c'était dire. hyper intéressant parce qu'elle nous a vraiment expliqué en profondeur ce que c'était que cette décision Roe versus Wade dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Il y avait avec elle Sandra Vitzavona, qui est avocate et qui a écrit aussi un livre de témoignages sur l'IVG, et Alexandra je ne veux pas tenter. C'est long hein, comme nom. Dos Santos Dantas. Ouais, c'est ça. Voilà. Je n'ai pas inversé les mots dans son nom de famille, et qui est, elle, interne en médecine et qui travaille aussi, qui est bénévole dans un réseau qui s'appelle le Révo et qui fait justement le lien entre l'hôpital et la ville, et qui fait de la formation en fait, notamment auprès des professionnels de santé sur les questions gynécologie obstétrique. Donc voilà, c'était assez complet comme live. On a pu parler de beaucoup de choses, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, sur la question voilà, de l'IVG, des difficultés d'accès à l'IVG notamment aujourd'hui en France. C'est vrai. C'était un live très intéressant qui vous a en plus pas mal intéressé. Vous étiez sur le chat. Regardez-le si vous voulez en replay sur Twitch. Il sera aussi dispo sur YouTube. Ouais, et on va le faire en en version podcast aussi. Voilà, si jamais vous avez envie de le réécouter et que vous n'étiez pas là. Et ben les amis, alors par quoi on commence? Dans le chat, Nero Clem, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tente le plus en premier, comme ça de but en blanc. De brut en blanc, c'est joli. Oui, À chaque fois, je ne sais pas. Voilà, je dis de brut en blanc. Donc, on a en soi le droit à l'IVG, l'interdiction de l'IVG. On a R. Kelly. Super. Et on a... c'est juste que j'ai hâte de savoir, enfin c'est pas joyeux. Et du coup, les personnages LGBT. Et je pense que Nero veut commencer par ça. Les personnages LGBT sur Disney, c'est une bonne idée. Et bah, magnifique, la glace à la violette. Non mais les séries, si on parle La glace à la violette, c'est super bon. Et c'est pour les personnes qui vivent à Paris, devant le jardin du Luxembourg, il y a un camion de glace qui vend toute l'année presque des glaces, dont un parfum violette vraiment délicieux. Voilà. Mais t'as déjà C'est été toujours pas sponsorisé. C'est ce T'as que déjà été j'allais à dire, mais Toulouse comment tu fais pour avoir À tout Toulouse, bah non, pourquoi? Non, alors j'embrasse tous les Toulousains. Sachez que Toulouse est la ville de la violette et que quand vous allez dans n'importe quel tabac, bureau de... Enfin voilà. Buraliste, somme toute. Voilà, etc. Ou même à la gare, vous pouvez repartir avec des bonbons à la violette, il y en a partout. Mais c'est trop bien Vraiment. ça. C'est gratuit? Voilà. C'est, Bah oui, j'avoue. D'accord.
Non, mais t'as tout. Vraiment, c'est la spécialité du. T'as plein de trucs à la C'est très Donc, stylé, je pense savais que pas tu du tout. verrais. Eh bien, s'il y a des Toulousains et Toulousaines dans le chat, invitez-moi. Invitez-le, ouais, s'il vous plaît. Et offrez-moi des fleurs. Salut Chicha qui nous a rejoint, comment tu vas? Merci beaucoup d'être là. Eh bien écoute, je pense qu'on va commencer par la petite chronique sur les personnages LGBT sur Disney, sachant que Clémence est très hypée, surtout si on parle de Heartstopper. Ah, ça fait pas partie de mon classement. Ça fait pas partie du classement. Désolée. Regardez si vous voulez. On va découvrir, dis-nous tout. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui même sur Mademoiselle, vous pouvez le voir à l'écran. J'allais boire mon micro. Super. Il y a un article qui s'appelle 3 séries dont les rôles principaux sont des personnages LGBTQIA+. Voilà, alors vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez l'actualité, que nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois des fiertés. Oui, c'est vrai. Voilà. On n'en parle plus. Hein. Après, c'est fini, ça n'existe plus. Hein. Après, ma élément disparaît, genre. Non, on devient hétéro après. Ah oui, d'accord. Compliqué, mais bon, bref. Une transition, D'ailleurs, vraiment. Maëlle, Coucou Anthony. On sait pas faire. Et du coup, voilà, donc d'un côté, mettre en avant des séries avec des personnages principaux LGBT, c'est finalement continuer un petit peu à être militant, j'ai envie de dire. Ça donne de la visibilité à ces personnages-là. Ouais. Voilà, alors, comme je viens de le dire, c'est très important. Donc les séries que je mets en avant dans cet article, c'est Love, Victor, dont la 3e et dernière saison sort. Ah, c'est un teen drama, c'est pour moi ça. Voilà, c'est pour teen drama, très sympa. Très sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc les 3 saisons, c'est des mini-épisodes d'environ 20-30 minutes. Ça se dévore, vraiment. Oui, c'est assez rapide comme donc, format, ouais. Voilà, pareil, de 8 épisodes chaque saison. Et la dernière saison et ultime saison, du coup, sort actuellement sur Disney+. Et voilà, c'est un bonbon, j'ai envie de dire. Alors pour la petite histoire, la série est un spin-off d'un film qui est sorti en 2018, qui s'appelait Love, Simon. D'accord, ok. Voilà, et donc ça se passe un peu dans le même univers que le film. Je sais pas si vous l'avez vu. Je ne l'ai point vu. Love, Simon. Non. Voilà, pareil, ça se passe dans le même lycée, voilà, que ce teen drama là. Et là, c'est relié en fait. Donc ça s'appelle Love, Victor. Victor, le héros donc de la série, comme vous l'imaginez, arrive avec sa famille du Texas et emménage à Atlanta et fait son entrée dans le lycée de Creekwood. Voilà, et voilà, le héros, on sait dès le début qu'il essaye de s'intégrer, etc. Mais il commence à ressentir des sentiments, enfin de l'attirance pour un garçon. Sentiments. Voilà. Et voilà, en fait, toute la série, ça va être, je découvre un peu ma sexualité, qui je suis. Je découvre aussi que la sexualité n'est pas linéaire, qu'il peut y avoir tout type... que ça peut varier. Voilà, ça peut varier, tout type de choses. Ses amis aussi, du coup, il arrive à se faire un groupe d'amis, vous l'imaginez. Il arrive à se faire des potes, moi j'imagine pas ça. Au lycée, j'ai jamais eu de potes au lycée. Hein. Eh bien, ça sera l'objet d'un autre live. Du coup, ça sera... j'en parlerai à ma psychiatre, voilà, tout simplement. Allez, non. Mais voilà, donc on le voit arriver avec sa famille à Atlanta, donc voilà, non mais c'est très chouette. Et la chose que je trouve très intéressante dans cette série pour ados, c'est que au-delà du fait que je découvre ma sexualité, je découvre ce que j'aime pas, etc. Et je découvre mes attirances, enfin bref. Il commence une relation un peu épistolaire par SMS avec Simon, qui était le héros du film, qu'on verra très peu tout au long de la série. Voilà. Ok, vraiment, c'est... Ouais, et il lui écrit des SMS, il lui raconte sa vie. Personne n'est au courant de ça. C'est la seule personne à qui il se confie vraiment tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense. Simon lui répond ? Et Simon lui répond, en fait. Lui répond quasiment quotidiennement. Je sais pas pourquoi j'ai cru que t'allais me dire et en fait il est mort. Non. Je te jure, moi j'attendais un truc, genre en fait il est dans sa tête, tu sais, le truc trop bizarre. Et Simon, du coup, après le film, part s'installer à New York où il vit pleinement, il se révèle, voilà, il est gay, assumé, etc. Alors que c'était pas vraiment le cas quand il était au lycée, ce qui arrive assez souvent finalement. Tu nous spoil la série là ou je suis en train de... Non, ça c'est... T'inquiète. En fait la fin, c'est fou parce que le mec... Ouais. Ça c'est vraiment... T'inquiète pas. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, tout au long de la série, eh bien, Simon donne des conseils et c'est un peu sa petite voix... Son ange gardien. Son ange gardien, la morale. Ouais. Il lui dit, mais c'est pas grave que tu ressentes ça, c'est pas grave que... Écoute, t'essayes de sortir avec cette fille...
si t'as apprécié le moment, c'est pas une mauvaise chose, mais Ouais, sans jugement, Voilà. juste. voilà. Et il lui donne des conseils tout au long de la série. Et en fait, chaque épisode comme ça, t'apprends des choses un peu plus sur Simon et sur. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'identification possible pour les personnes qui regardent. Ouais. Voilà. Mais du coup, c'est c'est ludique quoi, comme série. Trop Voilà. cool. Trop cool. Donc, Et ça, assez c'est. chouette. C'est Pop. Love Victor. Love Victor. Voilà. Et dans la dernière saison, évidemment. Parce qu'ils signent tous SMS avec écrit Love Victor ou pas? Non. Mais Est-ce que vous signez vos SMS déjà? Parfois, ouais. Parfois, ouais. Mon mais père, avec oui. les gens que tu connais pas. Ça veut dire C'est quoi trop ça? mignon. Non, mon Oui, père, oui, il oui. signe toujours. Ouais. Ah, trop mignon. Il signe quoi? Mignon. Papa qui t'aime et qui t'embrasse bien fort. Oh On embrasse Papa Anthony. Les gens qui s'aiment, ça te dégoûte. Allez, ensuite. Mais voilà, une série très mignonne, très ludique, et vous pouvez le regarder même si vous êtes plus au lycée. Ça se dévore, c'est un petit Oh oui, bonbon. mais ça veut C'est rien un truc dire. qui m'interroge toujours d'ailleurs, c'est pourquoi les adultes regardent des séries pour ados. C'est surtout Enfin, les- des séries Bon. sur les ados. Parce qu'il y a énormément de ça aujourd'hui. Ça, je voilà. comprends pourquoi les productions font des séries dans des collèges et des lycées et des facs, parce que c'est beaucoup moins cher, c'est un écosystème, une micro-société, plutôt que d'avoir des gens qui vivent dans une ville avec chacun sa maison, chacun ses bars, ses sorties et tout. Que les productions fassent des séries qui se passent dans des lycées, des collèges, je comprends, mais que le grand public regarde ça, genre, Bah, je sais pas, moi je trouve que les séries pour adultes, parfois, elles me font un peu déprimer, quoi. Enfin, je sais pas, Hmm. j'aime bien les séries pour ados, parfois c'est good vibes, parfois c'est. Bah, c'est mignon, Est-ce que tu t'arrives à t'identifies t'identifier. Ouais, si quand même un peu. Là, il y a une pléiade de personnages. Le groupe d'amis D'accord. est assez hétéroclite, donc vraiment, tu peux te dire, ça te rappelle des souvenirs. Il y a vraiment le truc. Ouais. Et la découverte des émotions, de l'attirance et tout, c'est. Voilà, tu te dis, ça te rappelle des souvenirs. Ouais, c'est ça, vraiment la nostalgie, je pense qu'il joue beaucoup. Et avec un peu de chance, les adultes peuvent se découvrir eux-mêmes. Oui. Et puis, En disant, bah, c'est pas peut-être pas trop tard. Enfin, je sais pas, genre, tu penses en C'est disant, ça. je me suis jamais posé la question quand moi j'étais au lycée, tu vois. c'est ça, Mais- oui, il y a un peu de ça. Et puis là, dans cette série, en l'occurrence, donc il arrive avec toute sa famille, la famille Salazar. Saint-Lazare. Salazar. Voilà. Il s'appelle Victor Salazar. Et du coup, tu as aussi les parents, voilà, tu as toute une histoire autour des Ouais. parents aussi. Ils sont impliqués aussi. La famille. Parce que lui, il vient d'une famille qui est donc latino, plutôt très catholique. Donc, assumer ses sentiments homosexuels, c'est pas évident. Voilà, donc Bien ça sûr. aborde tout un tas de thèmes aussi assez intéressants. Il y a la Chicha qui dit, moi qui suis maman d'une ado de 14 ans ayant vécu une adolescence un peu ingrate, j'avoue que ça me réconcilie avec les idées d'aujourd'hui et me rassure pour ma fille. Voilà, incroyable Chicha, trop cool. Est-ce que dans le chat, peut-être il y en a, vous n'êtes pas tout jeune, hein, je vous connais, est-ce que vous regardez des séries pour ados Clem, je sais qu'elle en regarde beaucoup. Est-ce que vous regardez des séries pour ados alors que vous avez soi-disant passé l'âge du coup de regarder des séries pour ados? Mais à ce sujet-là aussi, je pense que c'est des productions. Bon, Love Victor, je sais pas si c'est le cas parce que je l'ai pas regardé, mais tu m'as donné très envie, Sophie, merci beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de séries avec des ados qui sont pas pour les ados. Et Euphoria. Euphoria, par exemple, ouais. Et Euphoria ne fait pas partie de Disney. Bien sûr. Et voilà, et donc Love Victor, je me dis aussi peut-être que, surtout pour les personnes LGBT d'ailleurs, les personnes LGBT+ dans la vraie vie, ça peut aussi peut-être leur permettre de revivre leurs années collège-lycée de façon Ouais, plus... ouais, complètement. Ou plus juste d'assister au fait mature. que le monde d'aujourd'hui est différent de celui dans lequel on a évolué ado et que Oui, se rendre que compte c'est mieux et que en fait on peut faire des séries qui en parlent et qui sont pas juste centrées sur du bullying ou du coming out traumatique, et ça c'est quand même vachement bien. Enfin, Ouais, c'est le cas pour Love Simon et Love Victor. Love Victor. Et Love Simon, c'était le film, Ouais, voilà. qui est aussi disponible sur Disney+, si jamais vous Et voulez du coup, le c'était regarder. le cas pour le film, et je crois que c'est un peu le cas aussi pour la série, c'est que tu peux parler d'homosexualité à l'adolescence sans tomber dans forcément des trucs horribles et douloureux, traumatisants et du harcèlement, et ne faire que une narration autour de ça en C'est fait, clair. et de montrer oui c'est pas évident parce que l'adolescence c'est pas évident de manière générale en fait. C'est horrible comme. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas toujours des bons souvenirs avec ça. Mais en tout cas, qu'on peut aussi raconter des choses pas forcément toujours positives, mais en tout cas que ce soit pas juste du drame, justement, dans le sens le plus dramatique possible, et que ce soit juste des choses horribles. En fait, oui, ça existe, mais en fait, on peut aussi montrer des bonnes choses, quoi. C'est ça. Oui, ça peut à la fois réveiller, nourrir, entretenir la nostalgie, à la fois être un beau moqueur et revivre sa jeunesse par procuration, C'est possible, une jeunesse quoi, en qui fait, se passe de dire, mieux. d'être un ado gay heureux, en fait. C'est quand même Quoi que C'est pas possible. Ça m'intéresse la suite parce que je vois qu'il y a la première production italienne à faire Oui. rentrer. Alors là, pour le coup, c'est The Ignorant Angel.
Ça veut dire les anges ignorants, si jamais il y en a qui parlent pas anglais. Voilà. Ça se dit pas ignorant? Oh, t'es relou. Excusez-moi. Ok, anglais LV1, ça va. Et du coup, c'est une série qui est inspirée du film Tableau de famille qui est sorti au début des années 2000 qui est fait par le même réalisateur, en fait. D'accord, qui a adapté lui-même son film en série qui s'appelle Ferzan Ospetek. J'ai des lacunes en italien. Voilà. Du coup... T'as quelque chose à dire sur l'accent de Sophie, Anthony, ou pas? Pas du tout. Alors en fait, ça se dit pas comme ça se dit italiano. Barilla. Voilà. Et alors pour le coup, là, tu vas peut-être être plus content. C'est une série avec des adultes. Ça ne se passe pas au lycée. Mais Voilà. je n'étais pas mécontent, Sophie. C'est vrai, vu que tu casses les couilles. En fait. Mais du coup, cette série est aussi que j'ai découverte il y a peu. Il y a une saison pour l'instant où il y a environ 8 épisodes. J'aime bien quand il y a Par qu'une contre, saison. Moi. En revanche, les épisodes là sont beaucoup plus longs. C'est des formats de 50-55 minutes. C'est très bien, Voilà. très cool. Et voilà, c'est assez touchant. Je vous résume un peu l'histoire. C'est le héros, Michele, avait une relation avec Massimo. Mais sans savoir que celui-ci était marié avec Antonia. Voilà. Et du coup, l'histoire... Michele est un artiste, donc l'histoire ça se passe à Rome, c'est un artiste, il vit dans une espèce d'immeuble où dans l'immeuble tout le monde est copains, ils se rejoignent. C'est beau ou pas? C'est assez Esthétiquement, Est-ce que les acteurs assez sont sympa. beaux? Ça va, oui, ça fait plaisir. Ça va. Un va. petit ça va quand même. Non, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Trop Si bien. t'aimes bien T'imagines, les... on parle de ton physique, on dit oui, ça va. Non, mais Ça fait plaisir. Non, mais Sophie, ça va. c'est pas méchant de dire ça va. Non, Ah, c'est pas méchant. Anthony trouve que oui. Non, Mais parce écoute, que moi je trouve ça bien quand dans les séries, à chaque fois, c'est pas les clichés des dieux grecs, des actrices de cinéma. Moi j'aime bien quand ça change un peu. ça reste en revanche Est-ce que c'est des réaliste? acteurs Ils italiens. sont beaux, ouais. Donc voilà. Les Italiens LGBT, bon, ils sont forcément beaux. Les Ouais. Italiens prennent soin d'eux. Voilà, on va pas se mentir. Oh, les ça se voit. clichés. Voilà, oui, c'est vrai. Ils sont plutôt beaux. Et du coup, donc tout le monde, donc c'est comme une famille en fait, voilà, ils sont forgés au fil du temps. Ouais. Chacun a son petit appartement, ils se rejoignent sur le rooftop, ils font des dîners, etc. C'est assez, Bien, la belle vie. voilà. La Dolce Vita. Et ils habitent dans un quartier assez Attendez. populaire de Rome. Et Massimo, du coup, avec Antonia, vit lui à l'inverse dans un quartier plutôt CSP+. Voilà, ils ont un accès sur. C'est le bourgeois qui tombe amoureux de l'artiste. Exactement. Voilà. C'est Le bourgeois bien rangé dans son quartier Comment banlieue. C'est des pauvres. Non, c'est des bobos. Des Ils gouttes. vivent la vie de bohème. Ah oui, d'accord. La Voilà. Dolce Vita. Voilà, qui à l'inverse a une énorme maison avec une Un labrador. piscine. Non, pas de chien. Avec un accès sur le fleuve, le Tibre, c'est ça, qui traverse Rome, je crois. Ok. Voilà, un accès vraiment sur le. Voilà, Trop donc stylé. très 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 belle Trop maison, stylé. etc. Et du coup, ils tombent amoureux. Donc évidemment, ils cachent tout ça à Antonia. Ils ont des enfants? Michele n'est pas au courant donc que Massimo est marié. Et dès le premier épisode, il se trouve que le soir où il allait tout annoncer à sa femme, il a un accident de moto, il se fait renverser par une voiture, il meurt. Mais Voilà. attends, mais c'est horrible. Bim, voilà. Ça, c'est le début, donc. Ok, Dès le ok. début, dès le premier épisode, voilà. Donc le contexte est posé. Donc c'est une série qui aborde, au-delà d'aborder l'homosexualité, ça aborde aussi le deuil, du coup. Oui. Et il se trouve Ah. que, attendez, ça s'arrange un peu. Il ressuscite. Il revit. C'était ressus. Et donc, Pardon. et donc en fait, toute la série, c'est Antonia qui va découvrir petit à petit que son mari avait une autre vie, en fait. Et va se rapprocher de Michele. Ils vont se rapprocher un peu pendant dans le deuil, en fait. Voilà, mais je vous en dis pas plus. C'est Mais très bien fait. Et il découvre aussi que son mari, elle découvre qu'il avait une vie, mais à milieu de leur vie, à tous les deux, bien rangée, etc. Avec des personnages haut en couleur, vraiment. Et c'est... Voilà. Mais ils étaient ensemble c'est depuis combien de temps? À 15 ans. Le mariage, Non. le couple hétéro. Ah non, ils avaient leur relation cachée depuis une bonne année quand même. Donc voilà. Je suis très hype. La go, elle est un J'ai peu très clueless, envie de. Et c'est difficile, ouais, quand elle découvre. En plus, son mari meurt, voilà, c'est la dep. Ah Et bon en plus, elle découvre qu'il l'a trompée C'est depuis la plus d'un an. Ouais, c'est difficile. Ouais, mais C'est la goutte j'ai d'eau, pas vraiment. l'impression. En Je peux même pas lui en vouloir, le mec est dead. Voilà. Et dans l'histoire, il y a
Donc il y a sa mère, c'est une personne. En plus, c'est une personne qui est plutôt assez solitaire. Elle a je sais pas comment on peut dire, sa domestique entre guillemets, c'est un peu sa meilleure amie, quoi. Voilà. Ouch. Et sa mère qui passe souvent Employée à la de maison, maison ça se dit. employée de maison, excusez-moi. Et sa mère qui passe souvent à la maison, qui est plutôt pénible. Voilà, on va pas se mentir. Donc, ouais, une vie pas ouf quand même. Voilà. Mm. Et à côté de ça, bon, elle travaille, elle est infirmière. Voilà, elle est infirmière, je pense. C'est pas non plus. Donc elle voit des malheurs un peu tous les jours. Mm. Donc voilà. Et donc C'est- ça aussi, c'est dispo sur Disney+. Exactement. Ça donne trop envie. Ça donne vraiment. Drama. Dès le premier épisode, genre. Ouais. Bah, après, ce qui est On est dedans. intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un personnage principal qui est LGBT. Mais je me demande, ça pourrait très bien. Enfin, c'est pas forcément. Est-ce que c'est très important que ça soit LGBT, qu'il soit LGBT ou pas? Parce que C'est une histoire d'amour. Bah, c'est, somme toute, c'est une Universel. histoire bouleversante et dramatique, mais là, la partie LGBT là-dedans. Alors la partie LGBT, elle est vraiment représentée par Michele, qui lui du coup est gay. Ouais. Assumé, et dans son groupe d'amis, donc il y a un couple de lesbiennes. D'accord. tu C'est vois, là où on va voir la plutôt cons- l'aspect. Ouais, voilà. D'accord. Ok. Donc son comptable et son expert financier sont gays, tu vois, vraiment c'est Ok. voilà, c'est coloré, on va dire. Trop bien. Ok. Voilà. La Très concierge cool. de l'immeuble, non, la concierge de l'immeuble, elle est aussi, on sait pas trop. non-binaire. Comme elle a les cheveux tends. Non, mais elle a. Elle est au moment de la maison. Voilà, mais ils sont tous. Ils sont tous, voilà, ou en absence de genre, ou alors pas hétéros en fait. Ouais. Ils vivent tous. Dites-nous dans le Intéressant, chat, tu veux dire c'est quoi vos critères déterminants pour savoir? Ou est-ce que vous avez un bon guédard? Est-ce que vous avez un bon LGBT guédard dans le d'art. chat? Est-ce Moi que j'ai vous dit le y croyez? Guandar aussi. Guandar. Guandar. Mais c'est pas Mm. facile à dire. Ouais, c'est difficile. C'est plus facile à écrire, je pense. En plus moi je suis nulle. Est-ce que on a combien de séries là Mais il en reste une. Bah c'est un. Voilà, il en reste une. Et voilà, le peuple. du coup, The Ignorant Angel. Ignorant. Ignorant. Sinon dites-le avec l'accent Angel. italien. Ignoranta. Alors, Ignorante. en italien, c'est la fata ignorante. Ah c'est joli Et comme du coup, ça. c'est la fée ignorante. Et la fée ignorante, Oh. c'est Michele, parce qu'il ignorait que son Oh, amoureux c'est était joli. marié, etc. Attends, mais C'est le Michele destin. aussi savait pas que le Ouais. doute qu'il voyait depuis. Oh, pardon, il est mort, hein, mais le salaud. Ouais. Oh. Ouais, c'est vraiment quelqu'un. Mais ce qui lui a Personne au moins fait mérite, croire hein, mais qu'il était quand en même, relation le ouverte, seul. ou je sais pas. Pardon. Michele croyait qu'il était le seul ou il croyait que son mec était juste genre, en relation ouverte? Ah non, il croyait qu'il était le seul. C'est ça. horrible en vrai, fils de Il l'avait chien, présenté, moi. il venait régulièrement. Et les autres commencent à lui mettre la puce à l'oreille, parce que tu sais, donc il venait dans cette colo formidable, donc il connaissait tout le monde. Il vivait avec eux plus ou moins depuis un an. Il passait plusieurs fois par semaine, ouais. Mais les autres commençaient à avoir la puce à l'oreille en disant ouais, il passe rarement la nuit avec toi. C'est bizarre quand même. Il y a une photo d'une fille dans son porte-monnaie, c'est quand même bizarre. Je Sa crois. sœur. C'est sa maman, très proche. Il a quand même sa langue dans sa bouche, non? Oui, mais tu sais, ils viennent du Nord. Bon, alors. Voilà. Ensuite. Et le dernier n'est pas une série. Et ouais, je vois ça. Voilà, n'est pas une Regardez, série. regardez le chat. Voilà, c'est en fait un court métrage Oui. qui s'appelle Out. Et je l'ai bien fait là, Anthony. Non, il n'y avait Non. pas de H, c'est out. Out. Et Bon, pas mince. out. Écoutez, Non, tu dis à la française, août, voilà. C'est très voilà. bien. Le French accent, il est réputé comme sexy, non, dans le monde. Ouais, très sexy. Oui, oui, baguette. Le baguette. Je veux me venger. Et donc, Out, qui a été fait par les studios Pixar et qui est un petit court-métrage vraiment adorable. Enfin, ça se regarde, pareil, ça dure 10 minutes environ, 13 minutes avec le générique. Enfin, vraiment, c'est un petit bonbon aussi. Donc, petit résumé, le héros Greg n'ose pas présenter l'homme avec qui il vit à ses parents. Parce qu'il a peur d'être rejeté, etc. Ses parents, il n'a pas assumé encore auprès de ses parents qu'il était homosexuel. Et il va se passer un petit phénomène magique. Voilà, qui fait, donc je ne sais pas, la fée des La fée des LGBT? LGBTQIA+, qui se trouve être un chien et un chat d'ailleurs, Ok. qui arrive dans un arc-en-ciel. Ah oh, non, j'adore. Voilà. Non, La j'adore. chouille. Ok, j'adore. Mais voilà, c'est un peu kitschouille, mais voilà, C'est ce qu'on on aime aime. beaucoup. Et en fait, il va se rendre compte, grâce à tout ça, que voilà, C'est- il aurait pu faire confiance à ses parents plus tôt. Et d'un autre côté, ça aborde aussi, parce que les parents, notamment sa mère, qui était très proche de lui quand il était plus jeune, Mhm. bah, elle sent que son fils se détache de lui, elle comprend Et que ça pas. crée et un- ça crée, voilà. Donc il y a aussi distance. ce prisme de les relations enfants-parents qui ont du mal à voir l'enfant se détacher finalement d'eux. Sans en comprendre grandissant, forcément quoi. pourquoi en plus. à ce moment-là. Exactement. Voilà.
Oui, Donc, parce que si ça se trouve, la daronne, elle va juste être là. Oui, et on mange quoi ce soir? Tu vois, genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, j'ai hâte de voir. Ça dure combien de temps? Ça, c'est un petit court-métrage qui dure 10 minutes environ. Vraiment. Vous pouvez le regarder. Vous êtes tous en pause déj, là, je sais très bien, vous êtes au tas, vous faites semblant de travailler. Après ce live, vous allez sur votre PC, 10 minutes, vous regardez Out, du coup, sur Disney+. Oui. Et ça dure 10 minutes. Vous faites ça avec votre pause clope. Très intéressant, vous allez en sortir plus intelligent, je pense. Et il y a écrit avec humour et légèreté. Alors, si vous n'avez pas besoin de ça aujourd'hui, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Voilà. Exactement. Donc voilà, ces 3 séries-là sont disponibles sur Disney+. Au-delà de ça, vous avez aussi d'autres... vous avez des films qui mettent en avant des personnages LGBTQIA+, comme La Favorite, qui ont réussi, qui est très très bien, qui est sorti il y a quelques années, qu'à l'époque j'avais vu au cinéma. Merveilleux, La Favorite. Oui. Incroyable. T'as regardé Yorgos Oui, je l'avais vu. Lanthimos. C'est zinzin comme film, c'est génial. C'est absolument Qui, merveilleux. ça se passe... c'est avec des lesbiennes. Pour le coup, ouais. Il y a Olivia Colman, Rachel Weisz qui est incroyable, et Emma Stone, j'allais dire Emma Watson, c'est l'autre. Emma Stone, et vraiment c'est genre, c'est historique, c'est un peu foutraque. Il y a Nicolas Hoult aussi qui joue dedans, qui jouait dans X-Men et dans plein d'autres trucs. Skins, tout à fait. Donc vraiment, La Favorite, c'est incroyable comme film. Oui. Merveilleux. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est aussi... Mais c'est vraiment bizarre aussi. Mais voilà, ça fait pas de mal d'avoir des trucs un peu qui ça te fait te questionner, etc. Et il y a un autre aussi, si vous voulez voir des films sur ce sujet-là, il y a aussi un film qui s'appelle Fire Island, dont je ne parle pas dans mon papier, mais dont vous trouverez un papier sur Mademoiselle qui est sorti la semaine dernière. D'accord, trop bien. Voilà. Je vais partager tout ça dans le chat. Si jamais ça vous intéresse, Sophie, est-ce que tu peux faire un petit récap, genre, je sais pas si tu as le chat sous les yeux ou pas? Non, j'ai pas le chat sous les yeux. C'est pas grave. Je regarde sur l'ordinateur. C'était possible d'écrire les titres des séries que tu viens de dire dans le chat pour qu'ils puissent facilement tu vois, chercher. Tu Attends, veux que je tienne ton micro? Ouais. En tout cas, super intéressant cette chronique. Merci beaucoup. Je pense que c'est important effectivement de récapituler un petit peu les séries qu'on peut trouver avec des personnages LGBT. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le chat en tout cas. Merci beaucoup. Un petit truc. Mais juste, voilà, on a souvent cette image un petit peu... tiens, je te demande un dit merci. Un petit peu très conservatrice de Disney. Oui, c'est vrai que Disney, a priori, c'est... Et là, ils prennent les devants un petit peu, très cool. Disney+, et ils ont une très belle collection de films, de séries qui abordent le sujet, et c'est pas cliché. C'est très sympa. Ouais. C'est pas cliché, c'est très sympa, et c'est important. Ils ont le monde culturel a enfin compris que ce n'est pas parce que les gens ne sont pas hétéros que les histoires ne sont pas moins intenses. Ouais, voilà. Bah oui, avec le mec qui meurt là direct, qui trompait sa meuf, c'est... Ouais. C'est intense. C'est intense, il trompait 2 personnes en même temps, c'est formidable. Massimo, j'ai pas mort, mais bravo. Massimo, super, nickel. Bravo à la moto surtout. Bref. Non, c'est vrai que Disney, a priori, on peut... Pensez à mettre un casque. Pensez à mettre un casque quand... Comme quoi? C'est le mec qui change d'avis. Sinon, arrêtez de mentir à vos partenaires aussi. Mais c'est un autre problème. Soyez honnête. LGBT ou non. Sinon, il n'y a pas d'histoire en même temps. Qu'est-ce qu'on veut finalement, bon. Bah, très bien. Merci pour cette belle chronique, Sophie. Elle va vous noter avec du coup plaisir. Les titres des séries qu'elle vous conseille du coup sur la plateforme Disney+ qui sont dispo maintenant. Est-ce que tu fais de la SMS, vous avez le choix. Tu sais qu'on t'entend quand même, hein, même Pardon, si je parle plus fort. Non, mais je t'écoute, hein. Tu peux faire de la SMR comme ça, je t'entendrai quand même. Les séries s'appellent, voilà, magnifique. En plus, il y en a pour tous les goûts, du coup, parce qu'il y a des formats différents qu'elle vous a donné. Il y a un court-métrage de 10 minutes, il y a des épisodes de 1 heure, il y a des épisodes de 30 minutes, donc en fonction de ce que vous préférez. Let's go. Prochain sujet, les amis. On change, on fait attention. Qui veut aller au tableau? Vas-y, Maëlle. Allez, je prends la main. Allez, c'est parti. Question pour un champion, pour ceux qui s'en souviennent. Qui ont plus de 28 ans. Même sans dire mon âge, voilà, je laisse des indices. Bon, arrête, tout le monde connaît ça. Ouais. Et ben moi je vais vous parler de l'IVG. Je suis désolée, j'ai l'impression de radoter parce que je n'écris et je ne parle que de ça depuis 3-4 jours. Mais là les personnes qui sont là avec nous n'ont pas encore parlé de ça avec d'autres. Donc petit retour en arrière. Vendredi dernier, on était le 24 juin et en fin de journée en France et donc un peu plus tôt aux États-Unis, une grande nouvelle est tombée. La Cour suprême a révoqué un arrêt qui s'appelle Roe versus Wade, qui est un arrêt qui avait été prononcé en 73, donc quand même un truc qui était installé depuis un certain temps.
Très longtemps. Et depuis plusieurs mois maintenant, donc il y a 9 juges à la Cour suprême. La Cour suprême, pour résumer de manière très grossière, la Cour suprême, c'est l'espèce de super instance aux États-Unis. Ça fait autorité, c'est à la fois le Conseil constitutionnel, c'est à la fois le Conseil d'État, c'est vraiment genre la Cour suprême décide d'un truc, ça a des répercussions sur l'ensemble du pays. Et donc là, par exemple, en 73, la Cour suprême avait acté via cet arrêt la question de l'avortement et permettait c'était pas une légalisation en tant que telle de l'avortement, mais ça permettait de garantir le droit à l'avortement dans les États. Et donc, depuis quelques mois déjà, donc, la Cour suprême est composée de 9 juges. Donc, c'est 9 personnes qui ont un parcours dans le droit exemplaire et qui donc ont autorité dans ce domaine et qui vont examiner une question de droit. Et donc depuis plusieurs mois, ils étaient en train d'examiner une requête faite par l'État du Mississippi justement, qui demandait à revoir cet arrêt Roe versus Wade concernant l'avortement pour justement revenir sur ce droit. Je peux me permettre de poser une question Bien sûr. Qui c'est qui a demandé à revoir ? Alors c'est l'État du Mississippi. Et est-ce qu'on sait exactement qui ? C'est-à-dire que je vais brûler quelle maison ? Enfin, il faut juste me dire. Donne-moi juste un indicatif, voilà, vite fait. Oui, vas-y. Un indicatif. Mais est-ce qu'on sait à peu près qui ou c'est vraiment juste. Donne le blaze. C'est un truc qui traînait. Le nom de la personne. Que je peux te retrouver le nom de la. Non, mais si c'est chiant, t'inquiète pas. Voilà. Dans le chat, vous savez sûrement. Allez-y, dites-moi. Bienvenue à Romain qui nous a rejoint. Mais c'est une décision collective, non ? Quand l'État du Mississippi demande ça, c'est. Alors, je peux te retrouver le nom de l'arrêt, enfin le nom de l'affaire. En gros, c'est un dossier pour dire on n'est pas d'accord avec Roe versus Wade. Est-ce qu'on peut réexaminer la constitutionnalité ? En fait, c'est examiner la constitutionnalité de l'arrêt Roe versus Wade. C'est-à-dire, il y a des trucs qui sont pas, on n'est pas trop d'accord avec ça. Ouf. Est-ce qu'on peut revoir le truc qui existe depuis 1973 ? Et évidemment, c'était pas la première fois qu'il y avait une tentative de réexaminer Roe versus Wade. Pardon, je m'y perds. Donc, réexamen. Les 9 juges en discutent autour d'une table pendant des mois et des mois et des mois. Ils votent et à 5 voix contre 4, parce qu'évidemment, ils sont 9, donc c'est vite tranché. 5 voix contre 4, basculement, révocation de la Roe versus Wade, qui fait que derrière, le droit à l'avortement n'est plus garanti aux États-Unis et que chaque État, en fait, ça laisse la révocation de cet arrêt, ça veut dire on laisse à chaque État le choix de décider de la législation concernant le droit à l'avortement, en fait, tout simplement. Parce que c'est légal ou illégal ? Ça veut dire que si un État veut décider que c'est illégal, il peut le faire sans problème. Et résultat, il y a eu plusieurs États qui sont directement engouffrés dans la brèche, qui avaient des lois qu'on appelle les trigger laws, en français ça s'appelle une loi gâchette, c'est-à-dire que automatiquement, dès que la Cour suprême allait basculer, parce qu'il y avait des craintes depuis quand même un certain temps que Roe versus Wade soit révoqué, dès que la révocation allait passer, automatiquement, l'État pouvait faire basculer sa trigger law et dire au fait, c'est bon, la Cour suprême a décidé, hop, c'est illégal. L'avortement n'est plus légal. Et c'est ce qui s'est passé par exemple dans l'État du Missouri, c'est ce qui est passé pour une petite dizaine d'États qui avaient mis en place ce qu'on appelle les trigger laws et qui justement permettaient de faire un basculement pas automatique, mais on va dire, pour le Missouri, ça s'est fait littéralement dans l'heure, où automatiquement, la loi justement sur l'avortement, on décrète que désormais c'est illégal et que le peu de centres IVG qui restent dans tel ou tel État se retrouvent complètement shut down. Il y a Sensen dans le chat rapidement qui dit « Je pense que la plupart des Français connaissent mieux la Cour suprême que les institutions françaises pour la culture américaine. » C'est plus simple à comprendre aussi, non ? En gros, il y a des... Je vais pas dire que c'est plus simple à comprendre parce que vraiment, c'est quand même des mécaniques très très complexes. Nous, on n'est pas dans un État comme les États-Unis où tu as un niveau fédéral et où justement les États peuvent être autonomes sur certaines décisions. Donc vraiment, on est sur d'autres plans. Mais c'est vrai que oui, globalement, les institutions, c'est des mécaniques pas forcément faciles à comprendre. Je sais pas si on comprend plus facilement le fonctionnement de la Cour suprême ici en France que notre conseil régional ou conseil départemental qui sont quand même pas toujours évident, mais voilà, techniquement c'est plus proche de nous, mais ça mériterait aussi peut-être plus de transparence. Ça, c'est un autre sujet. J'ai l'impression que c'est incroyablement compliqué aux États-Unis, mais juste les gens regardent énormément de séries, de films qui se passent aux États-Unis. Ça peut aider, Du coup, ça forme une forme d'éducation. Ça forge, une forme d'éducation. Moi, j'ai regardé les 7 saisons de The Good Wife. J'ai l'impression de savoir quand est-ce que tu crées objection, quoi. Tu vois, c'est sustained. Tu vois. Oui.
Mais bon, c'est un autre sujet. Mais en fonction de l'état, y a-t-il des différences en fonction des semaines d'avancement de la grossesse? Alors ça, justement, on sait qu'il y avait une sérieuse menace sur l'arrêt Roe versus Wade, justement parce que plusieurs États, dont par exemple le Texas, avaient déjà fait passer des lois ou étaient en train de le faire, justement pour restreindre le droit à l'avortement. C'est-à-dire que oui, c'est toujours autorisé, mais par exemple, pas au-delà de 6 semaines de grossesse. Donc autant te dire que pour découvrir ta grossesse avant 6 semaines, bonjour. Donc en fait, c'est matériellement, c'est encore plus restreindre. Et il s'agit aussi de voir comment certains États aussi... Il y a des États où il y a par exemple un centre IVG pour tout un État. Ouais. On ne parle pas de... Un État, c'est pas la région Bretagne, par exemple. Un État, c'est l'équivalent de la France. Donc imaginez s'il y avait un centre IVG Ouais, j'avoue, j'avais jamais des avortements comme en ça, France. ouais. Enfin, voilà. Si on se place proportionnellement, on est quand même sur des situations qui déjà étaient dramatiques en matière d'accès à l'avortement et qui aujourd'hui, voilà, ça ouvre une brèche vraiment hyper préoccupante où certains États, et notamment les plus conservateurs, donc les États par exemple de ce qu'on appelle la Bible Belt, les États du sud des États-Unis qui sont largement plus conservateurs, aussi plus religieux, et qui vont justement aller dans le sens de restreindre le droit à l'avortement. Et ce qui inquiète aussi beaucoup, on l'a souligné dans un article, l'article qui s'intitule Comment? Je crois que tu l'avais mis en avant tout à l'heure. Aux États-Unis, un juge de la Cour suprême appelle à s'en prendre à la contraception au droit LGBTQI+. C'est-à-dire que parmi ces 9 juges, il y en a notamment un qui est là depuis très longtemps, qui s'appelle Clarence Thomas, qui est un juge conservateur, et qui n'a pas du tout caché ses ambitions derrière justement la révocation de Roe versus Wade. C'est qu'il prévoit justement de revenir sur d'autres arrêts qui sont plus anciens. Enfin, même certains sont pas si anciens que ça, parce vous que allez voir, il y en a qui sont... Pourquoi s'arrêter en si bon chemin, finalement? Pourquoi on ne pourrait pas revenir sur l'arrêt Griswold, donc l'arrêt Griswold qui garantit la question de la contraception, de l'accès à la contraception, l'arrêt Lawrence qui, je crois, date des années 2000, donc c'est quand même très récent, qui justement aborde la question de la dépénalisation de l'homosexualité, parce qu'il y avait quand même des États qui encore récemment criminalisaient la pratique de la sodomie, par exemple. Donc voilà, la pratique de la sodomie, on ne parle pas juste de la sodomie, en fait, on parle de relations entre hommes consentants, hein, bien sûr. Donc il ne s'agit pas justement de lois qui criminalisent certains délits. Non, on parle justement d'aller criminaliser les relations homosexuelles et qui souhaiterait aussi revenir sur l'arrêt Obergefell, donc qui est de 2015 et qui, lui, a permis l'ouverture du mariage pour tous aux États-Unis. Donc voilà, on est quand même sur une vibe très, très réactionnaire qui est en mode l'avortement, c'est le début. C'est le début, ouais. C'est le début, mais derrière, il est question de s'en prendre aux droits des femmes, aux droits des minorités LGBT. Et vraiment, là, c'est vrai, ça devient plus... c'est plus de la science-fiction, c'est plus une dystopie lointaine. Là, ça va devenir très, très concret parce qu'en fait, la majorité conservatrice à la Cour suprême, elle est là. Elle est là pour longtemps. Donc, ça veut dire que si on ouvre cette brèche, justement... Il faut qu'il meure, c'est ça pour, en fait, soit tu décides de te retirer, soit effectivement tu meurs. Il y avait cette juge qui est un peu une figure féministe, Ruth Bader Ginsburg, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et justement, il y avait... qui était un peu une garante aussi, justement, des droits des femmes à la Cour suprême. Et... il y avait eu cette crainte justement que on savait qu'elle était très âgée, qu'elle était voilà, il y a un moment où la vie n'est pas éternelle, voilà. Donc on était en mode Ruthie, peut-être que tu pourrais te retirer quand Obama est encore au pouvoir, comme ça tu te retires et il met à la place quelqu'un qui peut garantir un petit peu qu'on garde un peu la main sur une certaine ouverture sur la Cour suprême. Elle ne s'est pas retirée, elle est décédée pendant le mandat de Trump. Évidemment, Trump s'est empressé de nommer il n'a pas nommé qu'une seule juge, hein, il en a nommé d'autres, mais il a notamment nommé une juge qui s'appelle Amy Coney Barrett, qui, malgré le fait qu'elle est une femme extrêmement conservatrice, connue pour ses positions ça veut rien dire, hein. Et voilà. Il y a des femmes qui se rappeler de dire que les femmes aussi sont partie prenante, certaines femmes sont partie prenante justement des atteintes aux droits des femmes, aux droits des minorités, et que être femme n'est pas une garantie ne serait-ce que d'ouverture d'esprit, mais juste les femmes aussi peuvent savoir se mettre du bon côté du bâton et savoir où sont leurs intérêts, notamment en termes de pouvoir, et de défendre des intérêts qui ne sont pas du tout dans l'intérêt de l'autonomie et de la liberté des femmes. Quand tu regardes les vidéos de... N'hésitez pas, hein, vous pouvez couper si vous avez un truc à dire ou quoi, n'hésitez pas. Quand tu vois les vidéos de toutes ces meufs qui sont en train de manifester avec joie et beaucoup d'applaudissements à l'annonce de... C'était terrible, ces images de foule, de femmes qui sont parfois assez jeunes, qui sont très très heureuses d'apprendre que en fait l'avortement va être remis en cause dans plein d'états et que
bon, ça laisse assez songeur, mais oui, il y a encore... alors, malgré tout, il faut quand même... l'adhésion à l'avortement est quand même encore assez forte aux États-Unis, donc ça, il faut quand même le noter, malgré ce retour en arrière. Hein, c'est décidé par 9 personnes dans la Cour suprême, donc voilà, c'est quand même assez paradoxal, mais mine de rien, oui, ce qu'on disait notamment hier avec Marie-Cécile Nave, donc, qui est spécialiste des États-Unis, c'est que aujourd'hui, il y a des mouvements réactionnaires qui sont très puissants, parce qu'ils ont accès aux sphères politiques, il y a beaucoup d'argent en jeu aussi, c'est ce qu'on appelle vraiment du lobbying à proprement parler. Hein. C'est des gens qui sont capables de mener des campagnes, qui sont capables de mettre des sous, qui sont capables d'avoir accès aux médias. Et c'est ça aussi qui joue. Voilà, c'est ça aussi qui joue, c'est que c'est pas des gens qui collent les affichettes et qui ont des petits prospectus qui distribuent dans la rue. Non, il y a des campagnes massives et il y a des stratégies politiques qui sont mises en place justement pour revenir sur le droit à l'avortement, en sachant que derrière, c'est pas juste l'avortement, c'est un projet de société. Un projet de société où on revient sur les libertés des femmes, où on va décider de choses qui concernent le corps des femmes et leur autonomie et leur liberté. Et ça, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est jamais... Et Marie-Cécile Nave l'a beaucoup martelé hier, et c'est vraiment... Il faut avoir ça en tête, c'est qu'il ne s'agit jamais que d'avortement, et il ne s'agit jamais que du corps des femmes. Ça veut dire c'est un projet de société qui est en route, et ça, c'est très préoccupant. Ouais, c'est juste une porte d'entrée. Exactement. Et effectivement, comme tu le disais, être une femme ne garantit en rien qu'on va avoir l'intérêt des femmes en tant que classe sociale à cœur. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, il y a énormément, mais tu l'as très bien dit, Maëlle aussi, c'est qu'il y a plein de femmes qui savent se positionner du bon côté du bâton. Bah, là, on est en plein backlash, comme on dit, donc retour de bâton. Bien sûr. Et il y a beaucoup de femmes qui obtiennent du pouvoir en montrant leur allégeance au patriarcat, en fait. Donc, c'était gardiennes du patriarcat qui, en faisant ça, se mettent du côté des gens puissants pour obtenir encore plus de puissance, en fait. Et en face aussi, il faut souligner aussi que ces restrictions au niveau du droit à l'avortement, qui est-ce qui va être impacté en premier lieu? C'est les femmes les plus éloignées des cliniques, c'est les femmes les plus précaires, c'est les femmes qui sont pas ou mal informées sur leurs droits de manière générale. Donc effectivement, ça va être notamment les femmes racisées, les femmes pauvres, etc. Donc c'est aussi ça qui se joue. C'est pas juste un enjeu de genre, en fait, c'est aussi un enjeu de classe et de race. Et vraiment, il faut le garder en tête que les premières victimes de ça va être les femmes qui sont déjà précaires à la base. Dans le chat, Sensen qui dit Thomas, il attendait une majorité républicaine pour ouvrir les vannes conservatrices, il semblerait. Il voulait revenir sur les libertés de la presse aussi, mais ils ont renoncé. T'étais au courant, ça? T'avais suivi ou pas? Moi, ouais, alors j'aurais du mal à en reparler parce que du coup, j'ai pas directement écrit dessus, mais oui, il y a eu cette volonté justement de revenir là-dessus, mais Clarence Thomas, justement, le juge dont on a parlé tout à l'heure, voilà, ils ont un petit peu... Ok, ça va être un peu sensible, donc ils sont pas allés jusque-là, mais effectivement, il y avait des questions d'atteinte au droit de la presse qui étaient en jeu à peu près au même moment aussi, ouais. Et ça peut être une forme de stratégie politique aussi, que d'allumer plein de petits feux à droite, à gauche, pour qu'en fait, on puisse se dire « Ah, bah là, on va se battre pour l'avortement. Ah, on menace aussi le droit de la presse. Bah, il faut aussi se concentrer là-dessus. » Et en fait, c'est divisé pour mieux régner. Ça fait moins de soldats pour chaque... Ouais, voilà. Donc, c'est hyper pratique politiquement que de lancer plein de menaces en même temps. On a un très bon exemple en France où apparemment le gros problème en ce moment ça va être l'islamo-gauchisme ou je sais pas quoi, et un côté ils profitent pour faire passer énormément de choses. On agite des choses, voilà, et d'ailleurs en parlant justement de ça, je vous renvoie, je vais le partager, mais j'ai interviewé Alex Mahoudo qui a écrit La Panic Walk, qui est un livre très très bien fait qui explique comment on en vient justement à agiter tous ces mots, ces concepts de cancel culture, le politiquement correct, l'islamo-gauchisme, et que tout ça relève d'une stratégie politique en fait justement qui sert les milieux réactionnaires. Je vais vous le partager parce que vraiment c'est un livre qui est passionnant, et voilà, j'ai interviewé Alex Mahoudo qui l'a écrit, et du coup c'est vraiment, ça aide à comprendre en fait il ne s'agit pas juste de comprendre ce que ça veut dire que le wokisme ou que l'islamo-gauchisme, en fait qu'est-ce que ça désigne. C'est pas ça l'important c'est de comprendre pourquoi on en parle maintenant, qui veut qu'on en parle, voilà, pourquoi on en parle maintenant, qui veut qu'on en parle, pourquoi on insiste autant à nous rabâcher les oreilles de ces concepts-là, et c'est bien, ça aide à un peu décrypter et à sortir un peu de l'indignation permanente sur ces questions-là, et c'est toujours, merci beaucoup de l'avoir partagé. Je pense que c'est vraiment intéressant
de comprendre d'où sortent à chaque fois ces paniques morales qu'on nous sort et justement arriver à s'en détacher pour pas être tout le temps dans la réaction à ces choses-là en fait. Ouais. Si vous avez envie d'avoir un petit récap de ce qu'on est en train de dire, vous avez des articles qui sont dispo. Suffit de les demander si vous voulez les relire au calme après le live, tout simplement. Ou les partager, par exemple. Donc là, je viens de mettre dans le chat l'article dont Mel vient de parler, beaucoup, La Panic Walk d'Alex Mahoudo. Il y a Vikas Coco dans le chat qui dit l'un des yeux qui est le plus conservateur est noir, donc a priori pas le profil type du supporter de Trump, donc en effet ça veut rien dire. Et ouais, clairement il faut arrêter collectivement de croire que appartenir à une communauté spécifique garantit de pas vouloir discriminer cette communauté spécifique, enfin ça veut rien dire. Il y a énormément de personnes qui sont LGBT qui eux-mêmes ont des a priori, eux-mêmes sont contre le mariage pour tous, eux-mêmes ça va partout, hein. Partout il y a des personnes cons, enfin pardon mais c'est une intériorisation parfois certaines choses. Oui, mais complètement, parfois c'est souvent si je vois une meuf qui est complètement anti-IVG, qui dit que la femme, enfin tous les clichés, tu vois les meilleurs clichés, je sais très bien que derrière il y a un copain, il y a un mec, il y a un mari qui est là derrière et qui lui dit tout ça. Enfin, je sais qu'il y a un espèce de... Je cherche un mot. C'est pas endoctrinement. Pardon, excusez-moi. Je crois que c'est ça que je cherche comme mot. Je sais pas. Oui, de toute façon, c'est... Tu le n'es pas comme ça. C'est des personnes qui sont aussi victimes de ce qu'elles racontent. C'est du sexisme. Tu te rends pas compte, c'est le déni. Tu te rends pas compte que t'es comme ça. Ça peut être le déni, effectivement, mais ça peut être aussi une ignorance volontaire. Enfin, je pense qu'il faut aussi nommer les personnes comme responsables de ce qu'elles font et ce qu'elles pensent. Ah oui, il fallait les déresponsabiliser aussi. Je pense que c'est pas de l'inconscience. Enfin, pas systématiquement en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que dans plein de cas de figure, elles le font consciemment parce qu'elles obtiennent des choses derrière et que, en fait, être une gardienne du patriarcat comme ça, dans les plus hautes sphères politiques, c'est aussi une performance pour obtenir encore plus de pouvoir. Tu gagnes quelque chose. Ouais, tu gagnes de la thune, du pouvoir, de l'influence et de la proximité avec des gens de pouvoir aussi. Et vous parliez de cette vidéo de femmes qui se réjouissent une fois que le droit à l'avortement n'a plus été garanti par la Cour suprême à travers bref, on en a parlé, la révocation de Roe versus Wade. C'est aussi une performance de classe quelque part, comme tu le disais Maëlle, c'est qu'en fait ces femmes-là ne sont pas inquiètes pour leur propre besoin éventuel d'avoir recours à un avortement parce qu'elles ont soit les moyens d'aller dans un autre état où c'est encore légal, soit elles veulent avoir un enfant à chaque rapport sexuel et dans ces cas-là c'est une liberté, c'est aussi leur liberté, c'est aussi leur droit de vouloir avoir un enfant. Et de pouvoir assumer je sais pas combien de grossesses tout au long de ta vie, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a une autre stat qui m'a beaucoup marqué, peut-être que tu as le chiffre en tête, c'est le nombre d'avortements qui sont pratiqués aux États-Unis. En fait, je crois que c'est 70% ont lieu alors que la personne utilise une contraception. Oui, c'est énorme, mais c'est même des chiffres qu'on a en France aussi. C'est que l'avortement, en poste, complètement. C'est aussi arrêter de penser que l'avortement est le résultat de femmes qui n'ont pas de contraception, qui s'en foutent, qui savent pas prendre soin d'elles, etc. En fait, déjà quand bien même, j'ai envie de dire, mais il y a aussi le fait que, en fait, la contraception, c'est clairement contraignant aussi. Et que déjà ça repose sur les épaules des femmes et que ça en coûte fait de la thune. Que ça coûte de l'argent, que c'est pas infaillible déjà, que un oubli ça existe et que t'as pas besoin d'être shamé toute ta vie parce que t'as oublié ta pilule une fois, qu'une capote ça craque, que t'as eu d'autres soucis en tête que de penser à ta pilule. En fait ça arrive et puis juste les contraceptions sont pas infaillibles donc à partir de là. Moi je suis un bébé stérilet. Que les mecs enlèvent leur capote des fois sans prévenir aussi. Ça s'appelle le stillifying et c'est illégal. Tout à fait, c'est bon de le rappeler. Mais voilà, je trouve que c'est bien de rappeler que de toute manière, les personnes qui ont recours à l'avortement sont en grande majorité sous contraception, mais aussi que, en fait, il n'y a pas à shamer les gens sur les raisons qui les amènent à l'avortement de toute manière, en fait, quand bien même elles seraient sous contraception ou pas, en fait. Preach, et rappelons la base, en fait, c'est tu peux être toi personnellement contre, enfin ne pas vouloir pratiquer d'IVG. Toi personnellement pour ton corps. Ouais, mais ça concerne ton cul en fait. Mais ça concerne toi, arrête de vouloir. Pourquoi essayer d'empêcher les autres personnes de le faire en fait? Genre, ça m'hallucine à chaque fois. Mais ils mettent en avant souvent que l'avortement c'est une contraception de confort. L'avortement de confort. Ouais, ça c'est vraiment. Ça aussi, ils ont l'impression qu'on fait ça par facilité. Un avortement n'est jamais facile, il faut le rappeler aussi. Tu sais, genre on dirait que tu vas. C'est un de leurs arguments. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être. Enfin, ça devrait être ni facile ni difficile. Enfin, ça regarde les personnes qui y ont recours et juste le rendre ça possible dans de bonnes conditions. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Que tu fais très bien mal dans plusieurs de tes papiers, donc allez-y, c'est dans le chat, c'est que mince, je sais pas ce que je voulais dire.
Sur l'accessibilité. Oui, voilà, c'est qu'en fait, t'as beau rendre l'IVG illégal, il n'y a pas moins d'IVG en fait. C'est juste qu'ils sont. Ces pratiques d'interruption volontaire de grossesse deviennent plus dangereuses, effectivement, parce qu'elles sont réalisées dans des mauvaises conditions sanitaires, sociales. Ça va être pratiqué peut-être à la maison par des gens qui ne connaissent pas ce qu'elles font et tout. Donc, c'est hyper grave. Enfin, criminaliser l'IVG ne réduit pas le nombre d'IVG. Enfin, il y en aura ça fait juste augmenter les morts en fait. Voilà. Exactement. Du coup, c'est hyper dommageable en fait pour la société tout entière et ça concerne, la société. C'est un enjeu de santé publique. C'est pas juste. C'est pas un problème de meuf en fait. C'est un enjeu de santé publique. Vraiment. De pudeur de meuf ou quoi, de vouloir contrôler le corps des femmes. Enfin, c'est un enjeu de contrôle des femmes d'une part, mais c'est aussi, gravissime. Oui, comme tu disais, c'est un projet de société global. Donc, ouais. Tu voulais lire le message qu'il y avait dans le chat, Maë, je crois que je t'ai lu de Vicas Coco. Ouais. Vu que dans certains États, c'était déjà très compliqué d'avorter, oui, on l'a dit tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'il y avait des avortements clandestins dans ces États? Si oui, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Alors, je pourrais me renseigner, hein, j'ai pas de chiffres là sous les yeux ni en tête, mais effectivement, c'est ce que tu as très bien dit, hein, les avortements clandestins, quoi qu'il arrive, mais on parle des États-Unis, on peut parler d'autres États, où, je dirais même plus proche de nous, hein, la Pologne est revenue sur le droit à l'avortement récemment. C'est en Europe, hein, c'est vraiment pas très loin, donc voilà, il y a aussi le fait que c'est des choses qui s'étendent et que il y a des retours en arrière possibles en fait, toujours, et c'est ça qui est vraiment inquiétant avec cette question des États-Unis, mais aussi d'autres pays. Il y a aussi des pays qui progressent, hein. Il y a plusieurs pays en Amérique latine qui ont ouvert l'avortement récemment, donc tout n'est pas tout noir. Mais c'est vrai que de toute manière, comme tu le disais très bien, t'as beau légiférer pour interdire l'avortement, ça ne changera pas. Il y a toujours des gens qui vont avorter. Voilà, mais juste, est-ce qu'on peut garantir des conditions sanitaires dignes en fait pour les gens qui veulent pas mener qui ne veulent pas mener une grossesse parce que pour plein de raisons en fait. Voilà. Ouais. Petite rogo culturelle, peut-être à moitié hors sujet, mais je voulais vous recommander le film Les Noces rebelles sur un avortement clandestin. Magnifique. Il est hyper beau et dur ce film, sorti en 2008 avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Et c'est réalisé par Sam Mendes. Voilà, Les Noces rebelles. Mathématicienne dans le chat qui dit il y en avait, il y en a, il y en aura toujours. On peut pas littéralement, on ne peut littéralement pas empêcher l'acte, mais les chiffres sont difficiles à avoir puisque c'est clandestin. Il n'y a pas de suivi convenable possible. En gros, tout ce que la raison qui est Ouais, t'as tout dit, mathématicienne. La raison qui est... Ouais, mathématicienne, elle est toujours on point, anyway. La vraie raison que eux utilisent, en tout cas, c'est la religion. On est d'accord là-dessus. Oui, c'est la question de la protection de la vie de l'enfant. Tu vas dire, à partir du moment où tu dis c'est pour la protection de la vie, c'est pour la protection de l'enfant à naître, c'est ton argument joker, argument d'autorité de tu protèges la vie, tu peux être contre quelqu'un qui protège la vie en fait. Bon, derrière après ça légifère sur les armes, sur le droit de porter à une arme et d'aller shooter faire des tueries de masse dans des écoles. Mais c'est se défendre ça, Maëlle. Voilà. Évidemment, ça c'est possible. La liberté de porter une arme, bien sûr, hein, ça prévaut sur beaucoup de choses. Bon, je parle des États-Unis, hein, vu qu'en France on n'est pas à ce niveau de dinguerie au niveau du port d'armes, mais oui, non, c'est des arguments qui placent la vie avant tout, mais c'est des arguments qui se basent sur la vie que Dieu nous donne. Je pense que dans plein de cas de figure aussi, la religion est sortie en guise d'alibi pour autre chose. Derrière, tu parlais de projet de société plus global, effectivement, en fait, on sort l'argument du slut-shaming religieux, et en fait, c'est d'autres choses qui sont en jeu derrière. Tu sais, ce qui me fait le plus rire, c'est que la plupart des gens, ils disent « Ah, mais un embryon, c'est un être vivant direct parce que ça a son propre ADN, qui n'est pas celui de la personne qui porte le truc. C'est vivant et en gros, ça grandit. Le problème, c'est que les tumeurs aussi, tu vois. Ça a son propre ADN, ça a des dents parfois les tumeurs, tu vois. Du coup, on fait quoi ? Cet argument est débile et d'une débilité. Tu peux pas dire qu'un embryon est directement un humain, puisque les critères qui sont référés pour un embryon sont aussi faits pour les cancers ou les tumeurs. Oui, parce qu'ils sont aussi capables de sortir des arguments de biologie. Oui, mais qui sont tous réfutables. C'est-à-dire que tout est... Mais voilà, si tu sors l'argument religieux, l'argument théologique de la présence de la vie et de l'immatériel de la vie, de l'âme aussi. Enfin, à quel moment tu mesures l'âme quand tu es un médecin qui pratique une IVG. Enfin, voilà, ça n'a pas vraiment de sens. Dans tous les cas, encore une fois, la question, elle se pose pas. Enfin, j'ai envie de dire... Bon, c'est même pas un débat. Je sais pas, dans nos têtes, c'est pas un...
Non mais bien sûr, c'est juste que les arguments en face, ils tiennent juste à quelque chose. T'es pas sur le même niveau de réalité en fait. Si moi je considère que de toute manière la religion n'a pas à intervenir dans ce débat et qu'une personne ne base que son argumentaire sur la religion, ça ne marche pas. On parle même pas de la même réalité. Ma vie n'est pas dictée par des principes religieux et j'estime que des personnes peuvent baser leur vie sur des principes religieux, c'est pas le problème. Seulement la loi, elle va s'appliquer à tout le monde en fait. Voilà. Mais les États-Unis en même temps, c'est hyper religieux. C'est autre chose. Enfin voilà. Très bien. Vous avez quelque chose le chat, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. On est là pour y répondre encore un petit moment. N'hésitez pas s'il y a la moindre chose ou si vous voulez les articles peut-être qui concernent. Ouais, bien sûr. J'en avais pas mal en plus. On les a pas tous cités. Mais je vais les partager parce qu'il y avait aussi cet article qu'on a publié hier justement. Ouais, tout à fait. Concernant justement l'impact que pourrait avoir la révocation de cet arrêt. Je vais en France tout de suite. Est-ce que ça veut dire que en France, qu'on voit la facilité toute relative, mais quand même la possibilité qu'un pays comme les États-Unis revienne sur l'IVG, est-ce que ça veut dire que nous on est en danger aussi? Alors, ce qui est arrivé juste après cette annonce de la révocation de Roe versus Wade, c'est qu'il y a des politiques en France qui ont dit « Ah, ok, on va constitutionnaliser le droit à l'IVG, sanctuariser dans la Constitution ». Donc, ça veut dire inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, qui est un peu le texte fondateur. Quand une valeur est dans la Constitution, ça veut dire qu'on n'y revient pas. C'est le mettre au même niveau que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité dans notre pays. C'est dire, voilà, le droit à l'IVG est dans la Constitution. Basta. Après, la Constitution, ça se corrige. Ils ont enlevé le mot race récemment, mais bref, qu'importe. Certes. Certes. Toujours là-dessus, on pourra toujours contester ou en tout cas critiquer certaines dispositions. Là, l'idée, c'est de protéger le droit à l'IVG. Alors, est-ce que ce qui est intéressant, c'est que c'était pas une idée qui est arrivée il y a quelques jours. Il y a des députés qui ont déjà essayé de faire entrer l'IVG dans la Constitution et c'est même très récent parce que c'était pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron et la majorité présidentielle était en mode non, franchement, c'est pas utile, c'est pas nécessaire de le faire. Bon, très bien, ça s'est pas fait. Et là, la majorité présidentielle en mode ah tiens, faisons-le, portons-le aussi, alors qu'à la base c'était quand même il y a quelques années c'était porté par la gauche, donc c'est intéressant de voir qu'il y a des évolutions à ce niveau-là. Évidemment il y a un peu de calcul politique là-dedans, on va pas se mentir, mais le fait est c'est que voilà, ça pourrait être quelque chose qui soit sur la table dans peu de temps. Après évidemment ça se fait pas en quelques jours, il s'agit pas de dire on peut pas rayer un truc et y ajouter autre chose. Il y a quand même un processus qui doit en passer par là. Mais voilà, la question se pose derrière. Ok, c'est bien joli. Après, concrètement, si déjà aujourd'hui en France, il y a des difficultés pour certaines personnes à accéder à l'IVG, et si l'accès, si le droit à l'IVG est inscrit, sanctuarisé dans la Constitution, c'est très bien. Si dans les faits, il y a des centres IVG qui ferment, si dans les faits, il y a même des femmes doivent changer de département, par exemple. Parce que ça change pas, les grandes lignes ne changent pas. Pour avoir accès à un centre IVG, si il y a encore des médecins qui mettent en valeur leur clause de conscience, clause de conscience, et qui ne respectent pas l'obligation de renvoyer vers un autre professionnel de santé pour pratiquer une IVG, et ben en fait, voilà, il y a plein de points qui sont pas remplis en fait. Il y a plein de critères qui font que le droit à l'IVG aujourd'hui en France, il n'est pas optimal. Donc voilà, c'est un beau symbole et effectivement ça peut protéger le droit à l'IVG, ça éviterait un retour en arrière comme on le voit aux États-Unis. Dans les faits, d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, d'un point de vue d'information aussi, c'est des choses qu'on a dit pas mal hier. D'un point de vue d'information, voilà, on n'est pas, c'est pas parfait en France concernant l'IVG. Et ce serait bien justement qu'on avance aussi sur ce point. Petite question dans le chat et je vais poser la même. Est-ce que vous pensez qu'un jour, genre, en France, ça va être, on va avoir la même chose qu'aux États-Unis, genre vraiment plus le droit à l'IVG, etc. Dans le chat, répondez-moi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que non. Je pense que non. Je pense que non. Je pense pas qu'on pourrait arriver à un retour en arrière aussi flagrant. Après, mais tu pensais que l'extrême droite, elle allait faire 300% de plus de... Certes, je sais pas, on en reparle dans 30 ans. Le prochain, je dis tout dans 30 ans. Mais non, je pense pas. Par contre, il y a des choses qui sont peut-être plus pernicieuses, mais on en parlait hier. Par exemple, la question du déremboursement de l'IVG, c'est quelque chose que soutenait l'extrême droite il y a encore pas si longtemps. Là, ça louvoie un peu, ça fait un peu non, on va rien faire contre l'IVG, etc. Sauf qu'on a quand même 89 députés RN qui sont arrivés, dont certains ont des positions sur l'IVG plus que réactionnaires. Donc voilà, on est en droit de s'inquiéter. Et le fait est, c'est que je pense pas qu'on puisse revenir de manière drastique sur l'IVG et vers une interdiction
voilà, strictes. Mais par contre, des questions comme des restrictions qui sont d'ordre, par exemple, comme je disais, du déremboursement de l'IVG. Donc faire en sorte que, en fait, moins de femmes aient accès à l'IVG de facto, parce qu'en fait, quand tu peux pas te payer certains soins, en fait, tu vas pas te faire soigner, tout simplement. Et là, ça pourrait être, par exemple, une restriction. Enfin, je peux imaginer que ça puisse arriver. Voilà. Je dis pas que ça va arriver, mais je pense que c'est pas improbable. Je pense que ça se manifesterait de manière peut-être un peu plus indirecte qu'une interdiction. D'accord, après, voilà, c'est mon... Ouais, mais que vaut un droit si on peut pas l'exercer, effectivement. C'est vraiment la question de l'accessibilité à plein de niveaux. Mais après, j'ai l'impression que c'est vraiment au doigt mouillé. Et c'est une hypothèse. Au doigt mouillé ? Oui, c'est genre, je me base pas sur des stats très précises. Je connais pas cette expression, j'ai été très étonnée. Mais que, en fait, le RN se fonde beaucoup aujourd'hui en France et très incarné par des femmes. Et afin de fédérer notamment le vote des femmes, et que ça flirte beaucoup avec le fémonationalisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation à des fins électoralistes des intérêts des femmes, instrumentalisée par l'extrême droite du coup, et notamment en faisant dire « Ah, regardez, ce sont des vilains noirs et des arabes qui agressent nos femmes blanches, évidemment. Du coup, votez pour nous, le RN, comme ça on va vous protéger vos femmes. » T'as vachement bien résumé des mois de campagne. De campagne, hein, si je peux me permettre. Les 5 derniers mandats. 4 secondes, 5, hein, vraiment. Et du coup, ça, c'est en fait, j'ai l'impression qu'il y a une vague fémonationaliste hyper importante en France et en Europe d'ailleurs, mais peut-être plus importante qu'aux États-Unis, où en fait la droite était plutôt portée par Trump, qui est quelqu'un de éminemment misogyne, même s'il y a des femmes qui le soutiennent et qu'il y a beaucoup de femmes qui ont voté pour lui aussi. Hein. Mais en France, j'ai l'impression que ça se joue moins, enfin on instrumentalise davantage la carte des droits des femmes. La droite aussi, l'extrême droite aussi instrumentalise la carte des droits des femmes en mode regardez, nous on est pour le progrès, on est trop antisexiste et tout machin. Ouais. Et du coup c'est pour ça que je pense que le droit à l'IVG est peut-être un peu moins menacé en tant que droit. Après il y a d'autres manières de le voir, comme tu le disais très bien Maëlle, c'est en rendant l'accès beaucoup plus compliqué, oui, en déremboursant. D'autres moyens, d'autres chemins, etc. Ouais. Voilà. Mais la sécurité sociale est assez bien faite en France aussi, donc j'ai le pressentiment que c'est pas si facile de s'attaquer au droit à l'IVG, mais effectivement, l'accès, ça, c'est un autre Pardon, objet. faut que je veille. Excuse-moi, j'ai pas dormi. On a trop parlé du RN, c'est pour ça. Ouais, non, mais alors, par contre, on dit pas extrême droite, on dirait... Non, pardon. Franchement, je dirais que c'est possible si l'influence du RN s'étend. D'un point de vue global, les droits progressent. Malheureusement, il y a des événements ponctuels. On voit bien qu'ils régressent et c'est important de pointer du doigt ces événements. L'un des gros problèmes avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est toutes les répercussions que ça va avoir, sachant l'influence des US, que les US sont dans le monde. En tout cas, je suis prête à me battre pour que ça continue à avancer dans le bon sens. Mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Cependant, moi, je pense que c'est très possible que ça arrive en France plutôt qu'on ne le croit. Déjà par l'influence qu'ont les États-Unis sur la France. Comme le dit Mathieu, ouais. Et que oui, on a de plus en plus de personnes qui votent extrême droite. Parce que l'extrême droite... Pardon. Non, mais je rigole. Okay. L'extrême droite, bien les droitards, là, bien c'est bon. Voilà, on a de plus en plus de personnes qui votent vers les extrêmes et les extrêmes, voilà, c'est un de leurs chevals de bataille. Ouais, donc je pense que si un jour... Je croise les doigts, l'extrême droite passe au pouvoir, ça va être un des premiers trucs, parce que ça va être une victoire pour eux, qui vont supprimer. Non, mais le prochain mandat, du coup, c'est Marine Le Pen qui se présente à l'extrême droite, non ? Oui, non, mais alors je dis pas que ça va arriver demain, mais je pense d'ici 2030, moi ça m'inquiète un peu. Voilà. Je vous préviens, si j'en ai partout, c'est normal. Je pense parce que c'est représentatif comme droit, donc je pense que c'est un des premiers trucs qui va sauter si jamais. Ça veut dire quoi, c'est représentatif comme droit ? Désolée pour la SMR pipi, je suis navrée. Si on entend, tu crois ? Oui. Le droit à l'IVG, pour moi, c'est un symbole. C'est ça que je veux dire. On a sauté. Il y a une caméra qui a sauté. Il y a une caméra qui a sauté, mais c'est parce que... All eyes on Chakam. Miss Kina, il y a Inès qui dit ça. C'est pas grave, je vais vérifier ça. Tu veux que je tienne ton micro ? Ouais, tu peux pas. Vous pouvez continuer à parler. Du coup, je peux essayer de faire de la SMR avec 2 micros à la fois et vous ne voyez rien. Ok. Oh well. Oh, mais on n'est pas inquiet, hein. Non, j'étais en train de dire que le droit à l'IVG c'était un symbole et que je pense que c'est un des premiers trucs qui va sauter si le RN continue à gagner des places à l'Assemblée ou voilà.
Voilà, pas de soucis. On est revenu. Ah bah, fallait juste que je rallume, du coup. Tout va bien. Ok, magnifique. Welcome back. Et donc, est-ce À que nous-mêmes. dans le chat, il y en a qui pensent, je ne pense pas qu'en France... Attends, j'ai plus le micro. Ah oui, pardon. Je ne pense pas qu'en France, on aura un tel retour en arrière. Et dans le cas où ça arriverait, j'imagine que ça ne durera pas longtemps. Mais franchement, moi, j'ai pas envie de me dire que ça peut pas jamais arriver parce que on va l'avoir Non, dans on le dit pas cul, jamais, enfin. on dit pas jamais, mais... Ah non, mais il ça faut rester m'étonnerait vigilant, pas. bien sûr. Hein. Moi, je pense J'ai qu'il faut l'impression rester... j'ai l'impression qu'il y a davantage de garde-fous Ouais. Bah, je suis en pas- France. Franchement, là, on est dans notre microcosme à Paris, etc. Mais je pense que dès que tu sors, enfin, moi, je le vois quand je vais dans d'autres parties de la France, c'est pas du tout, ils sont pas du tout alignés sur notre vision des choses. Hein. Donc, moi, ça m'étonnerait pas que d'ici 2030, voilà, ça sera remis Et en 2030, cause, quoi. c'est bientôt. Hein. Ouais. J'y pense vraiment. 8 ans. Bon, j'ai pas envie de penser aux âges qu'on aura à ce moment-là. Ok, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques sur lesquelles vous voulez revenir dans le chat, on n'hésite surtout pas. On va passer au dernier sujet du coup du jour, qui est pas forcément d'autant plus joyeux, mais quand même pour nous ça l'est. On va parler R. Kelly du coup, avec toi Anthony. Oui, mais ça va être assez bref parce que y a pas grand-chose à dire en réalité. C'est une affaire qui traîne Tu sais depuis qu'on trouve si toujours longtemps. des choses à dire Anthony. Exact. Surtout toi, si je peux me permettre. Je Surtout toi. parle trop, c'est ça. Je vais être bref du coup. C'est en fait donc R. Kelly, de son vrai nom Robert Kelly, c'est un producteur, chanteur, auteur, compositeur, interprète de musique depuis I Believe I Can Fly. les années 90. C'est ça Ouais, Ok, il a ok. chanté notamment un tube qui s'appelle I Believe I Can Fly. C'est aussi un producteur qui a notamment contribué au lancement de Aaliyah, qui était une chanteuse de R&B génialissime, qui est partie beaucoup trop tôt. Voilà, et en fait, ça fait des années et des années, au moins 2 décennies, que des rumeurs, des personnes accusent R. Kelly de commettre des violences sexuelles, voire de s'adonner à un trafic d'êtres humains, un trafic sexuel, de l'exploitation sexuelle. Et plusieurs personnes ont porté plainte, sauf qu'en fait, R. Kelly s'attaquait principalement à des femmes noires et des femmes latinas, qui sont des femmes qui ont des difficultés sociales à exprimer et faire valoir leurs droits, en fait, à se défendre, à obtenir justice. Et c'est des femmes qui sont peu crues aux États-Unis. Donc R. Kelly, j'ai oublié de le préciser, donc tout ça se passe aux États-Unis depuis les années 90, du coup. Et Depuis les années 80. et voilà, et donc en gros, ça fait plusieurs années que des femmes essayent d'obtenir justice sans forcément être crues ou en tout cas obtenir justice. Et là, ça a commencé à se décoincer dans le sillage de MeToo en 2021, en septembre 2021. Donc il y a un procès qui s'est ouvert il y a des années et en 2021, une première condamnation est tombée. Robert Sylvester Kelly a été reconnu coupable en septembre 2021 à New York d'extorsion, d'exploitation sexuelle de mineurs, d'enlèvement, de trafic, de corruption et de travail forcé de 1994 à 2018. À 2018 C'est 24 années. Et ça, c'est ce qui a été condamné. Il y a Mais c'est vachement énormément récent, 2018 en plus. Oui, non, parce qu'en fait, ça fait des années que ça dure et que le mec continuait à s'adonner à ce trafic d'êtres humains, y compris sexuel. Ouais, quand bien même, il y avait... Quand bien, il y avait des accusations contre lui parce qu'en fait, il y a plein de gens qui continuent à le soutenir malgré tout. Et aussi, comme les victimes étaient des femmes racisées, et ben, personne ne les écoutait en fait parce que c'est des personnes qui sont peu crues socialement, Oui, qui bah sont oui. terriblement invisibilisées. Et il savait très bien lui-même, c'est pour ça que... Oui, ça fait partie des arguments des plaignantes que de dire en fait on a été ignoré toutes ces années et c'est hyper grave et les États-Unis ont une part de responsabilité dans le fait que ce prédateur sexuel notoire ait pu continuer à perpétuer ces violences pendant des années. Et donc cette condamnation... Il y avait des enfants, il y a une question du chat. Oui, il y avait des enfants, il y avait plusieurs personnes mineures. Donc en fait, il y a assez peu de... Enfin, il y a énormément de personnes qui ont parlé. Il y a peu de personnes qui ont pu déposer plainte en bonne et due forme parce qu'en fait, ça nécessite beaucoup de temps, d'énergie, d'argent aussi. L'exercice de la justice aux États-Unis, en France aussi, autrement, mais c'est un autre cas de figure. Et du coup, tout ça, ça fait qu'il y a plein de gens qui voulaient parler, qui ont été victimes, ça c'est sûr, qui ont potentiellement voulu porter plainte et tout, mais n'ont pas forcément pu le faire, notamment des enfants. Et il y a aussi des gens pour qui en fait les actes condamnables étaient prescrits. Prescrit, oui. Proscrit. Proscrit. Excusez-moi, prescrit. Ça veut Oui, dire quoi, il y a prescrit prescription. Ouais, Proscrit, ça veut dire que c'est interdit. Excusez-moi. Une fois, pas deux. Hein. Non, je J'ai rigole. envie de revenir une 3e fois, soyez sympa. Mais on t'adore, Sophie. Dites-le dans le chat si vous adorez Sophie. Sinon, dites-le de plus jamais revenir et On reviendra pas. vous serez exaucé. Évitez quand même.
Et donc voilà, donc à New York, il est reconnu coupable et le temps qu'on exprime l'ampleur de la condamnation, ça demande des mois supplémentaires. Et là, ça vient de tomber, donc le 29 juin 2022 à New York également. R. Kelly, il a été condamné à 30 ans de prison par le tribunal fédéral de Brooklyn. Donc voilà, c'est des mois, des années d'enquête, notamment de la part d'énormément de journalistes qui ont enquêté pour écouter des victimes qui n'ont pas forcément pu obtenir justice par les voies classiques du dépôt de plainte, etc. C'est aussi des communautés qui ont des rapports compliqués avec la police, à cause de la police, parce que... c'est quoi les parce que, voilà, en fait, c'est genre... Il y a plein de biais racistes qui travaillent la justice et la police aux États-Unis, mais pas que. Vive l'Occident. Mais quand bien même, malgré tout ça, il y a eu quand même... Voilà, quand bien même, R. Kelly, après des années de rumeurs, d'accusations et tout, il a été condamné à 30 ans de prison pour ses crimes sexuels. Donc voilà, ce qui a été assez souligné par plusieurs médias, c'est à quel point en fait, R. Kelly est resté silencieux pendant ces mois, entre le moment où il a été reconnu coupable en septembre 2021 et aujourd'hui où il y a eu la condamnation. Le mec ne disait plus rien. Genre, il a assisté au tribunal, il était là, assis, il parlait plus et tout. Et son avocat disait on va faire appel, on va faire appel et tout. Et le mec ne répondait pas. Et donc la juge a exprimé à plusieurs reprises à quel point il était silencieux et insensible à la souffrance humaine. Oui, et là tu dis glaçant, le chanteur n'a prononcé aucun mot pendant tout le verdict, le condamné à 30 ans de prison, mais son avocate a apprécié qu'il comptait bien faire appel. Et juste avant, l'accusé présentait une indifférence à la souffrance humaine. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait... pas ouf à dire sur une personne, ça, on est d'accord. Effectivement, pas... et on va pas faire... Ouais. En fait, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais ça peut être un trait de sociopathie, voilà, qui est un trouble de la personnalité. Pourquoi on ferait pas de la sociologie de comptoir? On s'en fout. J'ai dit sociologie? Je voulais dire psychologie. Je voulais dire psychologie. Ouais, mais on s'en fout. On peut. Tu dis, ça, c'est un signe. En tout cas, c'est un signe potentiel de sociopathie ou de psychopathie. Le manque total d'empathie, comme ça. Et R. Kelly, en tant qu'artiste, donc, ok, là, je suis les deux pieds dans la psychologie de comptoir, mais en fait, pour devenir artiste de cette ampleur-là, en fait, il faut un peu de mégalomanie. Oui, oui, ça nécessite d'avoir beaucoup d'ego. Et en fait, ce désir d'ego énorme et tout, et arriver à ce stade de notoriété-là, ça alimente cette mégalomanie, potentiellement. Et du coup, en fait, ça ressemble beaucoup à la triade de la personnalité noire, c'est quand tu cumules narcissisme, psychopathie et sociopathie. Mais bref, c'est un autre sujet, parce que ça, en fait, l'expertise clinique, souvent, c'est utilisé dans les processus judiciaires pour déresponsabiliser les gens, en fait. Donc j'ai pas envie d'argumenter trop là-dessus, parce que en fait, commencer à dire il a des troubles de la personnalité, c'est dire mais il est peut-être malade et du coup c'est pas de sa faute. Mais en fait, là c'est pas. Déjà, on peut avoir des troubles de la personnalité et être coupable, responsable de certaines choses, soit dit en passant, et ensuite, qu'importe, il est coupable des crimes qu'il a commis. C'est quand même un petit schéma, c'est-à-dire qu'on parle pas d'une victime, il y a quand même des dizaines et des dizaines des enfants et des femmes, de témoignages, ça s'étale sur des années. Il y a aussi tout un, il y a un système qui l'a protégé aussi, c'est-à-dire, enfin, je vois que tu le mentionnes dans l'article, il y avait un documentaire Netflix, moi j'avais commencé à le regarder, j'avais un peu lâché parce que faut être assez solide pour le voir. Je le recommande malgré tout, hein, mais voilà, c'est un docu qui s'appelle Surviving R. Kelly, donc survivre à R. Kelly, hein, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est que il y a les témoignages des victimes, il y a aussi les témoignages de l'entourage qui montrent aussi que en fait, il y a un moment aussi quand t'es une star et que t'as atteint un tel niveau de notoriété et que t'engranges tellement de thunes et que t'as tellement un système autour de toi que en fait, tu peux tout te permettre. Bien sûr. Et que quand bien même des gens sont au courant, quand bien même des gens voient que tu sollicites des gamines vulnérables pour venir avec toi dans ta chambre d'hôtel ou dans ton tourbus, et qu'on fait, on sait pas trop quoi, mais quand même on a une petite idée assez précise, mais qu'on va rien dire, c'est qu'il y a un système aussi qui permet à ce type d'avoir fait ça pendant des années, en étant tranquille. Et je pense qu'il y a aussi cette idée que il a pu dormir sur ses deux oreilles parce que en fait il n'y avait pas de raison qu'on l'arrête aussi, quoi. Oui, effectivement, comme tu le dis, Mel, et comme je l'ai écrit dans l'article, c'est qu'il y a tout un système de complicité de la part de son entourage personnel, mais aussi professionnel, parce qu'en fait, pour mettre en place le trafic d'êtres humains, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il sélectionnait parmi son public des femmes qui avaient l'air plutôt isolées, plutôt précaires, pour soit lui-même, soit auprès de ses managers ou ses gardes du corps, en fait, aller les voir, leur dire « Ah, coucou, R. Kelly t'a repéré, il t'aime bien et tout ».
Et en fait, on leur glisse un papier avec le numéro du chanteur pour se retrouver après le concert et faire ce qu'il y a à faire, soi-disant. Et en fait, souvent, il est drogué de force, parfois. Parfois, il s'adonnait à des sévices sexuels à leur rencontre en leur faisant signer des NDA, donc des clauses de non-divulgation. C'est ce qu'on fait signer aux États-Unis pour dire t'as pas le droit de parler de ce qui s'est passé en échange d'un gros chèque. Et parfois, en fait, il déplaçait ces femmes qui étaient souvent mineures. Il les isolait de leur famille et il les mettait dans une forme de prison. En fait, il avait tout un édifice, tout un bâtiment consacré à l'exploitation sexuelle de ses victimes, en fait, avec du personnel aussi pour s'occuper de ces gens-là, en fait. Et du coup, il leur faisait faire des actes sexuels extrêmement dégradants, souvent filmés. Et comme c'est des mineurs, c'est de la pédopornographie. Il a été aussi reconnu coupable de pédopornographie, c'est important de le souligner. Et donc, ce prédateur sexuel se servait aussi de ce matériel pédopornographique pour faire chanter ses victimes et la famille des victimes, qui payait aussi parfois d'ailleurs, pour que ces familles de victimes se taisent ou arrêtent de chercher. Ouais. Et donc, c'est tout un système où il y a des gardes du corps, des managers et qui l'aident. Mais là, clairement, c'est pas du tout caché. Il y a 3 milliards de personnes qui sont impliquées là-dedans aussi. Ouais, non, mais c'est systémique en fait. C'est la mise en place de violences sexuelles de manière systémique. C'est tout un système qui fonctionne, qui s'auto-entretient, qui s'auto-protège, s'auto-immunise. C'est extrêmement complexe. On l'a vu aussi avec Epstein. Enfin, voilà, c'est vraiment un des réseau, systèmes qui sont faits. C'est pas une agression comme ça au hasard, random. En fait, c'est vraiment tout est mis en place, c'est des systèmes mis en place pour exploiter. On a eu un exemple plus récemment en France aussi, avec la personne d'Assu 2000, dont j'ai oublié le nom. Son nom m'échappe. Qui ? Un vieux mec dégueulasse. Un chef d'entreprise très très haut placé qui a l'entreprise Assu 2000. Mais pour en revenir on va vous retrouver l'information sur le mec d'Assu 2000, donc il s'appelle Jacques Boutier. Je vais vous envoyer l'article qu'on a écrit. J'adore parce que dans le chat, il y a des gens qui demandent des noms, mais du coup, ça révèle bien que. Mais Jeffrey Epstein, que tu mentionnais, Maëlle, c'est un mec richissime qui fonctionnait notamment sur le fait qu'il était très proche de la société Victoria's Secret, en fait, la marque de lingerie. Et c'est dire à quel point c'est systémique, c'est qu'en fait, il se servait dans cette marque et des gens qui aspiraient à travailler pour cette marque pour recruter des femmes souvent mineures et s'en servir pour un trafic d'êtres humains, un trafic sexuel. C'est pour ça que je parle souvent d'ailleurs dans Je dis tout de mannequinat, c'est qu'en fait, le mannequinat, c'est horrible. Enfin, c'est à la frontière souvent de trafic sexuel. C'est une manne de jeunes filles, souvent précaires, souvent isolées, qui parlent pas forcément la langue du pays où elles travaillent, qui terminent dans des trafics d'êtres humains, quoi. Et du coup, il y a des agences comme Jeffrey Epstein se servait dans des femmes qui voulaient devenir mannequins et il les donnait à des richissimes mecs qui voulaient se taper des mineurs, quoi. Est-ce que les personnes de ce réseau dont on parle autour de R. Kelly, ils seront aussi condamnés ou pas ? Avec la complicité de sa femme, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, son ex-épouse, qui vient d'être condamnée à son tour. Excuse-moi, j'ai oublié ta question. Est-ce que les personnes... Vous avez vu ce qui vient de se passer quand même ? Oui. C'était formidable. J'avoue. C'est du grand Anthony, ça. Qu'est-ce que je pose une question, mec qui répond à une autre. Il fait. Non, mais ton cerveau va trop vite, c'est parce que ton cerveau va trop vite. C'est très drôle. Non, t'inquiète, je m'en fous. Ah oui, est-ce qu'on a. Est-ce que les complices. Est-ce qu'il y a des condamnations? Oui, les complices de R. Kelly. Bah, en fait, justement, le procès est d'une ampleur énormissime. C'est pour ça que ça dure depuis des années, c'est que ça n'est pas fini, en fait. Donc, R. Kelly, la condamnation est tombée pour 30 ans et il va faire appel. Donc, ça se trouve, on va lui donner encore plus, j'espère. Il a quel âge? Il a 55 ans, il me semble. J'ai été étonnée, 30 ans, c'est bien, hein. Enfin, je veux dire, ouais, mais il sera en vie quand il va sortir, quoi. Oui, il a 55 ans, il est né le 8 janvier 1967 T'es quand même Chicago. moins agressif quand t'as 80 ans. Oui, bah dis ça à Bill Cosby. Bill Cosby, justement, il a perpétué ses violences sexuelles jusqu'à très très tard. Donc ça, c'est un préjugé. Les personnes âgées ont aussi une vie sexuelle et aussi peuvent être des prédateurs sexuels. Enfin, il y a énormément de personnes âgées comme ça qui abusent de leur position d'autorité et aussi de l'impression qu'a le grand public qu'ils seraient inoffensifs. C'est hyper intéressant, Sophie, ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est qu'il y a des personnes âgées. Une forme, c'est-à-dire ils vont pas faire des trucs qui sont forcément hyper physiques. Ça, c'est sûr que tu vas pas aller pourchasser des meufs dans la rue, ça c'est sûr. Mais par contre, ça peut être bien plus vicieux, ça peut être plus. Oui, mais il a jamais eu besoin de pourchasser qui que ce soit. Ouais, non, mais tu vois. C'est aussi ça le truc, c'est qu'il a jamais eu besoin. Il avait juste à se servir. Exploiter des personnes vulnérables, en fait, des jeunes femmes. Tu parlais justement du fait
que Epstein exploitait des jeunes filles qui voulaient se lancer dans le mannequinat ou voilà, qui étaient déjà dans des agences. R. Kelly, c'était un peu la... il allait dans ses fans. Oui, il allait dans ses fans. Des jeunes femmes qui voulaient avoir une carrière dans la chanson, qui voulaient devenir choriste ou danseuse, enfin voilà, qui voulaient quand même rejoindre ce milieu-là. Donc c'est hyper facile aussi d'impressionner, d'exploiter des jeunes filles qui justement... d'un coup se sentent repérées par le chanteur star qui leur dit ah bah oui, je vais donner un coup de pouce à ta carrière et écoute-moi parce que je vais pouvoir te donner des conseils. C'est pas du tout des conseils. Effectivement, tu as entièrement raison, Maëlle. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du grooming, de la prédation, donc, et aussi de l'abus de pouvoir, de l'abus d'influence. R. Kelly, c'est pas n'importe qui, c'était un producteur ultra influent et un chanteur très très connu, reconnu, apprécié par les États-Unis. C'est I Believe I Can Fly, c'était l'une des chansons les plus jouées dans tous les mariages, genre. Et encore aujourd'hui, ça passe en soirée parfois. Alors que le mec est un prédateur sexuel notoire depuis des décennies. Enfin, le mec, c'est hyper difficile d'estimer le nombre de victimes, mais ça frôle la centaine, voire plus. Mais parce que là, j'ai pas vu un chiffre, genre 8, 9 ou je sais pas quoi. Alors, il y a 9 plaignantes, il me semble qu'il y a 2 hommes. Il y a 2 hommes et... attends, je vais regarder. T'as l'article sous les yeux ? Ouais, je peux le montrer là. Hop, regardez. Il me semble qu'il y a 2 hommes et 7 femmes. Mais je crois que j'ai le mauvais article sous les yeux. 9 femmes et 2 hommes. Ouais. 9 femmes et 2 hommes. C'est ce que j'ai dit ou pas ? Je sais plus. C'est à peu près ça, ouais. Attends, j'ai pas écrit plaignante. Trop bizarre. Bon, donc il y a 2 hommes et 9 femmes. Parmi les plaignantes qui ont participé à faire tomber R. Kelly aujourd'hui pour ses crimes sexuels, mais pas que. Mais il y a un nombre incalculable d'autres personnes victimes de R. Kelly. Mais qui ne sont pas plaignantes, du coup. Qui ne sont pas plaignantes parce qu'effectivement, comme je le disais, c'est que porter plainte, ça a un coût. Ça a un coût psychologique, financier, matériel, et tout le monde ne peut pas porter plainte. Et encore une fois, les victimes de R. Kelly étaient bien choisies. C'était des personnes souvent racisées, précaires, isolées, ou qu'il isolait lui et son système de prédation, de domination. Et ce que je voulais dire, pour en revenir à Bill Cosby, où le fait d'être âgé, est-ce que ça fait qu'on peut moins agir ? Bill Cosby, il droguait ses victimes notamment. Et il abusait aussi de sa position de mec, papa de l'Amérique. Je suis un petit vieux monsieur, donc je suis inoffensif. Que nenni. Enfin, cette expression dans ce contexte n'a aucun sens. Non, mais c'est ridicule. Et voilà, et donc Bill Cosby d'ailleurs récemment a lui aussi été condamné pour agression sexuelle sur une adolescente. Je vous mets le lien dans le chat, mais en parlant du fait qu'on peut avoir l'air inoffensif et quand même faire des... Ah non, mais je l'avais déjà mis. Je m'auto-précède. Non, bah, c'est bien, il faut rappeler si jamais les gens veulent checker dans le chat. Mais je pense à ton article, donc tout n'est pas comparable, mais je repense à ton article de décryptage, non, à la pige que tu as commandée, excuse-moi, c'est pas toi. Oui, c'était la tribune de Céline Extenso. Oui, ouais, est-ce que tu veux contextualiser ? Ouais, tout à fait. On avait demandé, on avait contacté Céline Extenso, qui est une militante féministe anti-validiste, justement pour réagir à la défense de Damien Abad. Donc Damien Abad, qui est toujours pour le moment ministre des Solidarités, qui est accusé par plusieurs femmes de viol. Il y a une plainte qui a été déposée hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas, une enquête qui est en cours. Et justement, dans la défense de Damien Abad, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait cette idée que vraiment, comme c'est un homme handicapé, c'est impossible qu'il ait pu agresser sexuellement une femme. C'est qui déjà ? Je suis désolée. C'est le ministre des Solidarités, Damien Abad. Ouais, okay. Ministre des Solidarités. Des Solidarités. C'est fameux ça. Et justement, elle débunkait vraiment ces idées reçues autour de l'absence de sexualité des personnes handicapées. Alors là, on n'est pas sur une affaire de sexualité, on est une affaire de violence sexuelle. Hein, donc on va bien faire la distinction entre les deux de toute manière. Mais non, enfin dans tous les cas, enfin genre c'est pas le sujet, enfin je veux dire. Mais oui, bien sûr. Non, mais le fait est, c'est qu'il y a comme ça. Ce que génère cette idée, en fait, elle expliquait à quel point l'idée qu'un homme handicapé, de la même manière qu'un homme âgé, par exemple, l'idée dans notre tête qui serait que ces personnes ne peuvent pas être des agresseurs sexuels, c'est un résultat aussi de la culture de viol dans laquelle on baigne, qui est que le violeur, l'agresseur sexuel, est forcément un homme qui va être agressif, qui va dominer physiquement la personne, c'est-à-dire qui
qui va pouvoir se déplacer rapidement, qui De toute va façon, pouvoir contraindre la c'est pas un personne. homme dans la rue le soir à 20 qui va à vous 2 sauter heures. dessus et vous maîtriser physiquement pour vous agresser en fait. Et l'idée c'est que la contrainte sexuelle, elle peut s'exprimer de plein de manières en fait, et que justement elle démontait toutes ces idées qui justement sont un résultat de la culture du viol dans laquelle on baigne de toute manière. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, le titre était assez parlant. En plus, un homme handicapé en position de violeur, ça semble inconcevable. Et pourtant, non, c'est possible. Et justement, ça joue notamment sur notre perception à nous. Ça joue aussi sur la perception de leur propre sexualité, de leur propre comportement des hommes handicapés, justement. Elle parlait justement de la misogynie, justement, qui peut en ressortir de cette manière de plaquer des comportements sur les hommes en situation de handicap. Et donc, c'était vraiment intéressant. Et je pense que ça rejoint aussi certains préjugés qu'on peut avoir sur un vieux papy âgé, un beau vieux bonhomme ne peut pas... non, mais c'est intéressant. Merci pour ta remarque, ça Sophie. démonte en fait certaines choses en fait, et c'est des préjugés qu'on a tous en fait. Tout à fait. Oui, voilà. Enfin, quand je dis la culture du viol, C'est aussi on ça. baigne dedans, je m'extrais pas de ce truc, c'est que vraiment... Ouais, pareil. Hein. Oui, c'est ça. des idées, c'est des Pareil. préjugés dans lesquels on baigne parce qu'ils sont construits et que ce travail de construction, il est permanent. Hein. On n'a pas la science infuse. Hein. Nous, on apprend des choses. Moi, quand voilà, je contacte cette militante justement pour qu'elle puisse écrire là-dessus, je me rends compte aussi de mes propres biais là-dessus. On a encore, on a une caméra hyper capricieuse. On va continuer. On est encore là. Hein. Oui, alors écoutez, j'ai appris énormément de choses. Non, mais donc R. Kelly, quand il va sortir de prison, il aura, s'il purge entièrement sa peine, ce qui n'est pas garanti, il va y avoir un appel fortement. Probablement. Donc là, il a 55 ans, dans 30 ans, il aura 85 ans. J'ai grave réfléchi. On va pas penser à notre âge non plus. Mais il aura 85 ans, mais le boug, ça se trouve, il va encore faire des trucs, tu vois. Enfin... Oui, c'est vrai. Non, mais écoutez, j'adore être chez Mademoiselle parce que j'apprends à déconstruire des choses chaque jour. Ouais, très bien. C'est bien aussi, voilà. Et nous aussi, on déconstruit. Mais de ouf, mais bien sûr. Je veux pas du tout me positionner en sachant. On est en mode genre, ah oui, ça si, on balance des grands concepts, mais en fait, il y a 3 jours, on savait rien de rien. Donc, et pour le coup, si je peux revenir, parce que là, on est sur Twitch, merci beaucoup, merci le chat d'être avec nous. En plus, à ce sujet-là, comment je me suis déconstruite aussi sur Twitch, et à propos de la culture du viol, c'est que parfois, quand t'es sur Twitch et que t'es une meuf, et que t'as parfois des décolletés, machin et tout, t'as des trolls. Quand tu vas te plaindre de ces trolls, on va te dire ouais, mais ils sont en misère sexuelle et ils sont pas bien, et toi t'es là pour les aider, machin. T'es l'infirmière, quoi. T'es pas l'infirmière pour eux. Bah, les aider, tu leur parles, tu leur apportes de la compagnie, enfin, tu vois, et puis après, ça va avec tu en joues, etc. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet si vous voulez checker. C'était l'autopromo, voilà, c'est fini. Et au début, au tout début, quand j'étais sur j'étais en mode bah ouais, les pauvres, attends, ils ont pas de copine. Ah, vraiment, hein. Vraiment, but en main. J'avais 19 ans, j'avais 18 ans. La culture du viol. Ouais. C'est que tu finis par devenir complice parce qu'en fait, on te pousse à adhérer à cette culture qui veut qu'il faut aider les garçons, les pauvres. Ouais. Mais... Tu vas être l'infirmière de tous les types qui passent, quoi. Donc, Non, mais ouais, bullshit. Bah voilà, c'est ça, c'est pour parler Twitch. Je sais pas si le chat, vous avez un avis là-dessus ou pas. Ouais, le chat, dites-nous tout. Est-ce que vous pensez. est-ce que vous méfiez des papys? Parce qu'on arrive à la fin aussi, c'est pour ça que je vous le dis. En plus, la caméra nous le fait bien comprendre. Donc voilà. Non, mais je voulais juste filer toutes les histoires qu'on a ensemble, toutes les histoires qu'on vient de se raconter. C'est que R. Kelly, Bill Cosby, Damien Abad, sans mettre tout le monde dans le même panier, toutes ces histoires-là sont manifestes de la culture du viol, comme on le disait ensemble. Et aussi de à quel point, en fait, les violences sexuelles sont d'abord et avant tout des affaires de domination sociale. C'est pas des questions de sexualité triviale, c'est des affaires de domination sociale. C'est des gens qui sont en situation de pouvoir, qui peuvent l'exercer, influer avec leur pouvoir, leur influence médiatique ou gouvernementale, ou en tant qu'acteur, justement, donc ça c'est les médias aussi, ou en tant qu'artiste comme R. Kelly. C'est des gens qui profitent de leur position sociale pour exercer une forme de pouvoir, et les violences sexuelles, c'est des affaires de domination. C'est pas des questions de sexualité comme vous et moi, quoi. Enfin, pour toutes les personnes qui sont sur Twitch et sur Twitter, récemment il y a eu l'histoire avec Léo Grasset, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Léo Grasset, même chose. Mais effectivement, ne vénérez pas trop vos youtubeurs ou vos streamers préférés parce que on sait jamais, souvent il y a des bails chelous. On va pas se prononcer sur cette affaire qui est en cours, donc tout ce qui va être dit c'est du conditionnel, hein. Mais en tout cas, si jamais ce youtubeur ou quelqu'un d'autre, en fait, ce youtubeur qui était hyper apprécié, enfin je veux dire, hyper apprécié, vraiment, qui se présentait comme progressiste, etc. Féministe, il était sur Twitch pour parler du clito il y a un mois, enfin je veux dire, c'est genre... Et disons les termes, il est très beau aussi. Et en fait, parmi les gens qui essayaient de le défendre dernièrement, il y a plein de gens qui disaient non mais il a pas besoin de ça. Et ça aussi, c'est la culture du viol. Il n'y a pas besoin de ça, oui. Les hommes beaux ne violent pas.
Oui, c'est du Et les gros femmes moches bullshit. ne sont pas vraies, si je peux me Et je dis pas ça pour vous plomber, mais en fait, le pire espace dans lequel on peut subir des violences sexuelles, enfin, l'espace où il y a le plus de risques de subir des violences sexuelles, c'est chez soi, en fait. C'est avec des gens qu'on connaît, et souvent de la En qui on famille. a confiance. Voilà, c'est pas dans la ruelle sombre un inconnu en détresse sexuelle détraqué, c'est justement quelqu'un de sain qui vous connaît et qui sait pourquoi il peut le faire. Ouais. Enfin, qui croit savoir pourquoi il peut le faire. Et qui sait qu'ils peuvent obtenir votre silence aussi. Ouais, l'impunité. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est que, en fait, c'est le viol dans la ruelle sombre où j'ai fait du jogging tard le soir toute seule. En fait, tu as moins de risques que chez toi. Hein. Enfin, bref. Bon, dans tous les cas, ça peut arriver partout. Enfin, Oui, et même avec quelqu'un de beau qui vous connaît, que vous admirez, c'est au contraire, en fait. Très bien, on arrive sur la fin. Sophie, un petit... Bah non, mais écoutez, j'étais ravie de participer à ce débat, à tous les débats. Voilà. Et puis, j'espère que vous apprécierez les séries dont j'ai parlé au début. Moi, je vais aller voir Massimo, là. Je vais aller voir Massimo direct, là. Et moi, je vais surtout lui dire. C'est quoi, c'est Out. Il y a Out. Out. Moi, je vais le regarder. Je pense que je vais le regarder dans les transports, en fait. Tout simplement. Quand je rentre, maintenant j'ai 1 heure de route pour rentrer chez moi parce que j'ai déménagé, fait chier en fait, voilà. Donc j'ai 1h20 et bah là je pense que je vais regarder. Mais t'as le temps de regarder Out et un épisode de Love Victor. Mais je suis grave chaude en plus. Franchement, et Disney+, let's go. Ça remonte le moral. Voilà, exactement. Attends, c'était quoi les titres? Je crois Love Victor. Oui. Out et Angels. Ignorant Angels. Comment dire en italien? Ignorante Angels. Non, c'est la... Ah, ça a encore coupé. La fata. Oh, en fait, bah regardez-moi, c'est tout. Voilà, regardez, c'est tout ce qui compte ici, en fait. Je vais rallumer pour juste dire au revoir. Let's go. Anthony, un mot de la fin? Bah merci de nous accueillir si bien. Vous étiez 500 à nous suivre pendant tout ce live, c'est fou. Merci beaucoup. Ouais, c'est clair. C'était très très cool. Merci à vous pour vos questions. On espère que vous avez bien C'était hyper profité. intéressant d'échanger avec vous. Ouais, merci à vous pour vos questions, effectivement. Et on espère pas trop vous faire bader. Au contraire, c'est de la prise de conscience. C'est de l'actu, c'est pas notre de l'actu, c'est de la merde. Je vous le dis. Non, mais en fait, cette actualité-là, elle a beau être sombre, elle nous apprend beaucoup de choses. C'est très important. Et ça nous permet de progresser en tant que société, donc avançons ensemble. Maëlle, petit dernier. Merci, moi je suis toujours ravie de venir à Je dis tout, même si j'avais peur de radoter follement après avoir parlé que de Roe versus Wade. Les gens sont différents. Hein, et voilà, et je suis contente si vous avez appris des trucs et voilà, et on aura d'autres occasions d'en reparler évidemment. Donc voilà. Dernier message de mathématicienne, c'est vraiment pas facile de se rendre compte des biais qu'on possède, surtout lorsque on est à l'intérieur du système qui engendre ces biais. Ceci dit, une fois qu'on a la main dessus, c'est important de reprendre connaissance et bien conscience continuellement pour supprimer les réflexes qu'on a tendance à avoir à cause des biais associés. Et totalement, j'ai compris toute cette phrase et tu as parfaitement raison. Mathématicienne. Exactement. On espère te retrouver encore la semaine prochaine pour Je dis tout. Je dis tout, comme dans son nom l'indique, c'est tous les jeudis. Oui. Oui, et juste du coup, je me suis mis sur le chat tout à l'heure et j'ai vu que Banzai est mathématicienne au moment où vous avez dit est-ce que vous voulez revoir Sophie? On adore Sophie. Voilà, ils ont dit c'est bon, on va te revoir. Cœur sur vous. Voilà, je vais juste dire ça. Mais bien sûr qu'on va te récupérer, bien non, mais sûr. les jeunes, ils le font autrement maintenant. Ils font comme ça? Ça, c'est un cœur... C'est coréen? Non, c'est ça. Et aussi, des fois, moi j'ai vu ça à la Pred, ouais, en fait, il y a quelqu'un qui s'est... J'étais avec des potes, et il y a des jeunes qui sont venus, et ils ont fait ça, ils sont approchés d'une de mes potes, et ils ont fait ça, et genre, c'était pour faire ça, et nous, on l'a regardé en mode genre, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Tu les connais, pourquoi, qu'est-ce qu'ils te veulent? Voilà, on savait pas, on était un peu chou, mais c'est parce qu'on est vieux. Ouais, je crois qu'on devient vieux. C'est terrible. Passez un très bon jeudi. Bonne fin de semaine et bon week-end. Mademoiselle est de nouveau en live à 16h tout à l'heure pour du jeu vidéo. Voilà, on aura jusqu'à 20h. Ça va durer de 16h à 20h. On aura Mr. Dwight et Sekai, il me semble, l'un à la suite. Je vous fais des gros bisous. LMK Putain, il y a LMK ce soir. Oui. C'est fou. Are you ready? Tu veux en parler? Je crois que j'ai éteint mon micro. Dites-moi si vous m'entendez. C'est vers le haut ou pas? C'est vers le haut, mais... C'est bon, t'es vers le haut. Ce soir, il y a LMK, les amis. LMK, c'est quoi? C'est Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer, c'est quoi? Ah bah, Laisse-moi kiffer, Camille. Très bonne question. C'est un podcast produit par Mademoiselle. C'est un podcast où une bande de potes de Mademoiselle se papote de ses kiffs récents. Ça peut être des kiffs culinaires, ça peut être des kiffs culturels, ça peut être des kiffs de la petite vie, des gens qui réalisent des trucs sur Je peux être votre l'existence. Kiff, si vous voulez. Voilà, Camille, tu es mon kiff tous les jours, finalement. Voilà. Bien sûr. Mais toi aussi, Maëlle. C'est la fin du mois des et je vous le dis devant vous, contrairement à l'autre série où le mec cache tout. Bref. Massimo.
Bah, c'est bon. Et ça sera ce Ignorant soir à angels. 20h avec toute la team LMK. Il y aura Aïda, il y aura Mimi, il y aura Mathis et il y aura moi-même pour vous servir. Voilà. N'hésitez pas à Ça va être interagir fabuleux. dans le chat, ça sera ce soir à 20h. C'est très 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 cool. On vous fait tous des gros bisous en attendant. On se retrouve à partir de 16h jusqu'à du coup 23h 23h jusqu'au en bout fait. de On la va night. être en live. Ouais. This is a reason. Waouh, on va être en live super longtemps. Et ben écoute, de Une 16h à minuit, voilà les amis, lancez-vous à Wow. fond. On sera sur Mademoiselle. Gros bisous tout le monde. Attends, Déjà- attends. Ouais, attends. Je voulais dire un truc, c'est s'il y a des gens parmi vous qui vivent en région parisienne et qui font du roller, ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. Ce Ça, week-end, c'est reparti. il y a rendez-vous une Skate in Paris, qui est un premier festival de patins à roulettes. Je ne suis même pas sponsorisé, je ne suis même pas ambassadeur, je suis personne. Wesh, sponsorisez-moi. Non, je rigole. mais venez faire du roller avec moi, ça va être cool. C'est vendredi soir à la Grande Serre de Saint-Ouen. C'est samedi après-midi, une randonnée de Pantin jusqu'à Paris en roller. Mais si vous voulez pas faire une randonnée en pleine rue dans Paris, le soir au Carreau du Temple à Paris, il y aura aussi patinoire, roller dance. On pourra danser sur le parquet Ça, du c'est très Carreau stylé, du Temple. ça. C'est grave stylé. Voilà, je crois qu'au Carreau du Temple, c'est à partir de 19h et la rando à Pantin, c'est à partir de 14h. Randonnée. redit quand est-ce que c'est C'est tout le week-end, c'est vendredi soir à Saint-Ouen, samedi après-midi de Pantin à Paris, puis au Carreau du Temple à Ça partir de s'appelle vraiment une 19h. randonnée? Oui, c'est en rando skate. C'est le finir là, on va jamais y arriver. Et enfin, oh wow, vous voulez que je ferme ma bouche? Eh Non. ben, et dimanche après-midi à Aubervilliers, voilà, Il y a au le fort lien dans le d'Aubervilliers. chat. J'ai mis le lien dans le chat. Venez faire du roller avec nous. Puis ce sera si vous super. n'êtes pas à Paris, partagez à ceux que. Et vous pouvez louer des patins. Si vous n'avez pas de patins, c'est 5 € la location de patins pour Ce que l'après-midi. j'allais demander. Je suis très intéressée, j'habite à Saint-Ouen, donc... Ah, mais viens avec moi, Why not Sophie. On n'habite pas loin. Bon, je vous fais des bisous Oui. tout le monde. Bisous. Ciao. Bisous. Bisous, bye.